Donc 42, ça a été créé en 2013 par Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Nian et Florent Buchet, qui sont des pros de la pédagogie. C'est créé en 2013 parce qu'il y a un manque de développeurs flagrant en France. Donc on avait des besoins, du coup ils se sont alliés et ont créé cette école qui est gratuite pour les étudiants, sans condition de diplôme. Donc on prend aussi bien des gens qui ont aucun diplôme que des gens qui ont des doctorats. Et ouverte 24/24, 7 jours sur 7. Donc les étudiants arrivent, badge, rentrent dans l'école et vont travailler. Donc l'école est sans prof, sans cours. C'est un peu déstabilisant au début et fonctionne en mode projet. Donc les étudiants vont travailler ensemble sur des projets qui sont volontairement très difficiles pour qu'ils aient à rechercher les informations et qu'ils s'entraident et confrontent leurs idées. Donc on va aller voir l'une des salles où les étudiants travaillent. Donc c'est installé de façon à ce que les étudiants puissent travailler en groupe, donc en quinconce, ils peuvent travailler avec les personnes en face, à côté, etc. Les étudiants se corrigent entre eux, donc on a mis en place tout un peer correcting aussi. Et ils doivent corriger 5 à 7 personnes selon les projets et se faire corriger par 5 à 7 personnes. Les conditions d'accès, c'est d'abord des tests en ligne, des tests cognitifs, de logique, de mémoire. On en a environ entre 50 000 et 70 000 chaque année qui passent ces tests. Et suite à ces tests, on a 3 000 étudiants qui viennent ici faire ce qu'on appelle la piscine. Donc la piscine, c'est un mois intensif de programmation en C. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un langage très bas niveau pour vraiment comprendre comment fonctionne la machine, les allocations de mémoire, etc. Et suite à ça, on sélectionne 900 étudiants qui sont là à la rentrée. Le cursus est fait pour qu'ils aillent à leur vitesse. Donc ils ne sont pas freinés par des camarades où ils peuvent travailler à côté par exemple. Est-ce que tu pourrais nous montrer l'intranet s'il te plaît? Donc ça c'est l'intranet, donc c'est ce qui gère toute leur scolarité. Donc on peut voir que Guillaume est au niveau 6. À chaque fois que les étudiants font des projets, ils vont gagner des points d'expérience. Tout est gamifié en fait. Ils vont gagner des points d'expérience et ces points d'expérience vont permettre d'augmenter de level. Et pour finir l'école, il faut atteindre le level 21. Là, c'est par exemple l'agenda des événements qu'il y a en cours à l'école. Donc on a un hackathon avec Red Bull, une conférence, etc. Le nombre de jours et d'heures où il est logué pour travailler. On voit qu'il n'est pas beaucoup venu en décembre, par exemple. Les skills, c'est avec chaque projet, il va acquérir des compétences particulières. Alors si tu peux nous montrer les galaxies, c'est tous les projets qu'on peut réaliser à l'école. Donc on commence ici et ensuite on progresse vers différentes branches. Donc toi, tu es plutôt allé vers la branche graphique, il y a la branche algorithmie, sécurité, il y a aussi tout ce qui est web, PHP, intelligence artificielle, etc. Il y a tout un tas de domaines. Ces projets sont faits par les équipes pédagogiques, les étudiants peuvent proposer des projets et les entreprises aussi. Non, il peut visiter qu'un endroit. En fait, chaque profil d'étudiant sortant sera différent. Le premier cercle, c'est le cercle du stage. Et ensuite, il y a le stage de fin de cursus à valider aussi pour valider son niveau 21. Beaucoup d'étudiants partent travailler avant, trouvent du boulot avant, donc tant mieux. Et on a poussé vraiment la gamification de la pédagogie assez loin. En fait, les étudiants ont des achievements à réaliser. Les achievements, c'est par exemple rester connecté 24 heures d'affilée, participer à 42 conférences à l'école, etc. Et avec ces achievements, ils gagnent des points wallet. Donc les points wallet, c'est une monnaie locale. Et grâce à cette monnaie locale, ils peuvent acheter un t-shirt de l'école, réserver le jacuzzi pendant 1 heure, réserver une salle pour leur anniversaire. Enfin voilà, tout un tas de petits goodies. Et on a aussi on a mis en place un système de coalition. Donc c'est des sortes de maisons en fait, un peu à la Harry Potter où il y a les 4 maisons. Donc ce jeune homme fait partie, je suis assez fière de ma coalition qui est The Assembly. Et les étudiants en fait c'est un peu un jeu pour incentiver un peu plus le cursus et qu'ils puissent gagner des points à chaque fois qu'ils corrigent quelqu'un, qu'ils rendent un projet, qui rentrent de stage par exemple, et à contrario quand ils font quelque chose en dehors des règles, ils vont avoir des points en moins qui vont s'impacter sur la coalition aussi. Voilà. Il n'y a pas de transmission de savoir. Aujourd'hui le savoir est accessible partout, donc on ne va pas transmettre de savoir, il n'y a pas un professeur qui va transmettre du savoir à notre ami Guillaume. Par contre, il va acquérir des compétences en faisant des projets.
et se servir de ces compétences et donc de manière induite de savoir en travaillant sur les projets. Les projets qui sont principalement du développement informatique dans différents domaines comme je vous ai montré, la sécurité, l'intelligence artificielle, l'algorithmie, la branche graphique, etc. Après, il y a d'autres compétences. Comme on travaille en groupe, ils vont développer aussi des compétences de gestion de projet. Quand on doit manager une équipe de 4-5 personnes, il faut savoir gérer un petit peu son équipe et l'avancée, etc. On va prendre un étudiant qui est très bon, un étudiant qui est moins bon, et c'est l'étudiant moins bon qui va devoir soutenir le projet devant un jury. Et le groupe aura l'ensemble, la même note que la personne qui soutient. Donc le but, c'est vraiment de se faire monter en compétences et que le moins bon comprenne bien le projet et qu'il puisse faire avoir une bonne note à tout le monde. Et on a aussi tout un tas de partenariats, notamment avec HEC, où les étudiants vont travailler avec des gens issus d'écoles différentes, HEC, l'Institut français de la mode, des écoles d'art, des écoles complètement différentes, pour confronter leur manière de faire à d'autres écoles, à d'autres étudiants, et apprendre à travailler ensemble le plus tôt possible. Et on part du principe que c'est en mélangeant des gens différents qu'on arrive à créer des choses différentes. Donc là, on a en ce moment, on va aller voir après, mais HEC, on a un partenariat avec HEC où on fait le programme Startup Launchpad. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un programme de création de start-up dans 9 semaines où nos étudiants s'allient avec des HEC et travaillent ensemble sur une création de boîte. Quand on réfléchit sur un problème et qu'on est plusieurs à faire le même projet, ça permet de mélanger un peu les idées et aussi beaucoup de recherches en fait, notamment sur internet, dans la littérature, ces choses-là. On a 13% de femmes dans l'école. 13% de femmes 13, ouais. Ce qui est peu, qui n'est pas assez. On travaille dessus, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que c'est vraiment ancré dans les mentalités très tôt. Donc ici, c'est la cafétéria, salle de soirée, de détente. Les étudiants jouent au baby-foot, au ping-pong, etc. Donc c'est une salle un peu de repos. Alors on a un petit labo d'électronique. On va juste passer une petite tête. Bonjour, on peut juste passer une petite tête? Oui? Bonjour. Donc voilà, les étudiants travaillent sur tout un tas de choses. Ils ont créé un Tetris sur un panneau d'affichage de la RATP, hein, c'est ça? Il y a une... Voilà, c'est assez rigolo. Ils ont créé un petit robot aussi qui va danser, etc. Il y a une imprimante 3D. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses pour s'amuser. Ils ont par exemple créé aussi un système à l'entrée des salles machines qui fait où en fait ils peuvent dire je suis 4, 5, etc. et trouver une place pour leurs copains qui soient 4, 5 et trouver une place, des places libres et s'installer là. Vous avez pu constater qu'il y a pas mal d'œuvres d'art un peu partout. Oui, c'est vrai qu'on est dans l'unité de cet art. Oui, en fait on a un collectionneur privé, Nicolas Logereau-Lasserre, qui nous prête sa collection personnelle et qui permet à l'école d'avoir beaucoup d'œuvres d'art, de street art, d'art contemporain. Et il fait venir aussi des artistes qui ont fait des choses en live dans l'école. On va en voir en passant, il y en a une sur le mur ici, etc. Donc ça, en fait, pour nous, le code, c'est de l'art. On crée quelque chose, on part de zéro, c'est une création de l'esprit. Du coup, voilà, le rapprochement est vite fait. Voilà. On continue ? Donc là, c'est là que les étudiants d'HEC et de 42 travaillent ensemble. C'est pour ça qu'il y a tout un tas. Ils sont en phase d'idéation, donc il y a tout un tas de post-it, axes de travail un peu partout. On a aussi une machine de VR, donc qui est complète. Donc on a des capteurs sur les pieds, sur les bras, et on peut vraiment faire les mouvements comme si on était vraiment en immersion dans le jeu. Et les étudiants pourront développer des choses dessus. Donc c'est un but pédagogique. Dans certains modules, ils acquièrent les compétences pour réussir, quoi. Il y a des choses qu'ils acquièrent en faisant et d'autres, là pour le partenariat HEC, on leur donne les clés, quoi. On a un partenariat aussi e-commerce, donc nos étudiants vont avoir
là pour le coup des cours chez vous à HEC. Là on est au bocal, c'est un peu la tête de l'école. Donc on a les équipes pédagogiques qui sont là, derrière le poteau. On a les équipes qui font du développement, donc tout ce qui est l'intranet, le site internet, le site des relations entreprises, c'est eux qui gèrent. Et puis on a une équipe SI qui fait en sorte que tout fonctionne bien. Avec donc une petite terrasse et le jacuzzi qui est là-bas derrière. On a un partenariat avec Pôle emploi également, où on accueille chaque année une promotion d'étudiants seniors, plus de 55 ans, qui sont chômeurs longue durée. Donc chaque année, c'est des formations plus courtes, c'est une formation sur 1 an, parce qu'ils ont besoin de travailler plus vite. Mais c'est la 3e année et les statistiques de sortie sont très bonnes sur ce type de population qui peut être compliquée pour retrouver un emploi. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde. Désolée. Bienvenue au sein de l'école 42. Merci à Nicolas Sadirac de nous accueillir dans son école. Merci à Fabienne d'avoir, avec les étudiants, nous avoir fait visiter. Donc, avec Pascal Masson qui co-préside le club conseil avec moi, on vous a concocté un petit quelque chose. 1 ou 2 questions pour lancer. Nicolas qui va soit parler sur un sujet qui lui tient à cœur, soit commencer l'interaction avec vous. Pascal va prendre le relais avec un certain nombre de questions qui viennent de divers milieux. Ce que j'aurais aimé, c'est juste en quelques minutes vous rappeler ce qu'on a fait récemment au Club Conseil pour que vous puissiez, sur la chaîne HEC Alumni, vous loguer, si ça vous intéresse. Donc, au sein de la chaîne HEC Alumni, on a des extraits avec les matins, l'heure H. On a aussi des clubs qui fonctionnent. Nous, on essaye de faire en sorte, dès qu'on le peut, logistiquement et budgétairement, vous donner accès à la vidéo si jamais vous n'avez pas été là. Donc ça a été le cas l'année dernière avec les policiers de la BRI qui sont venus, et ceux qui sont venus parmi les camarades HEC s'en souviennent, à peu près à 1h11 pour ceux qui ont envie de jeter un petit coup d'œil à cette très belle surprise qu'ils nous ont fait. Des professeurs HEC, Olivier Siboni. Dernièrement, on a lancé Conseil de décideuse, qui est une trilogie qu'on a commencé avec Anne Thévenet-Abitbol, qui est la directrice prospective et innovation de Danone et qui est la cofondatrice de Eve, qui pendant une bonne demi-heure parle du leadership féminin, notamment au travers du programme Eve. Nous avons eu Françoise Gris qui a donné quelques conseils sur son processus de décision, et depuis ce matin, Emmanuelle Kies, patronne de Janssen France du groupe Johnson & Johnson, qui donne des conseils. On fait en sorte, lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer, on puisse aller les voir directement sur place. Et c'est ce qu'on a fait aussi. On a commencé avec Idriss Aberkan début d'année dernière, puis j'ai passé une bonne heure avec Nicolas, qui a donné lieu à une vidéo qui a été vue par des milliers d'entre vous. Michel Goya, qui nous a parlé de l'art de la guerre et qui, en tant qu'ancien militaire et auteur d'un livre, Sous le feu, qui est un joli petit best-seller, est venu nous parler de cette transmission du milieu militaire vers le milieu de l'entreprise. Et depuis ce matin, on a envoyé un email aux 4000 membres du Club Conseil. Laurent Bibard, qui est professeur à l'ESSEC, avec lequel nous avons des partenariats, qui est professeur et titulaire de la chaire Edgar Morin, La complexité, qui pendant une bonne demi-heure répond à un certain nombre de questions et vous introduit à la pensée complexe. Donc cette interview qui, je crois, hier ou avant-hier a été vue par un peu plus de 4000 personnes, et l'interview de Nicolas, et le but du jeu, c'était de créer cette interaction avec vous. Et la première question, on essaye de vous donner la parole et donner la parole à ceux qui ne sont pas forcément là ce soir, va se faire sous la forme d'une petite vidéo, si Trentin nous entend. Bon, Nicolas, déjà, je le salue parce que, salut Nicolas, t'es un mec que je respecte énormément et ce que tu fais, c'est génial. Petite parenthèse, tu sais que son école est devenue numéro 1 française du code. Hein. C'est la grosse bouillave pour les écoles traditionnelles. En 3 ans,
42 passent première école de formation en logiciel code devant Mathsup, devant Polytechnique, devant Centrale Supélec, ça picote, mais c'est comme ça. Bon, puis c'est bien, ça leur fait du bien un peu d'être remis en question. Mais écoute Nicolas, à part mon grand respect, là, quelle question j'aurais à te poser? Si, comment tu vas poursuivre 42 dans tous les autres domaines? Comment tu vas 42iser toute l'école? En fait, il faut hacker l'éducation. Comment tu vas hacker il faut hacker et ubériser l'éducation. Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire que un Tyler Wilson qui a réalisé une fusion nucléaire dans le garage de ses parents et on lui a vu, Obama lui a confié un laboratoire, comment tu vas faire que ce mec soit la norme? Comment tu vas faire que des gars comme lui soient la production normale de nos écoles? Parce que pour l'instant, nos écoles, elles ne savent pas produire des gens comme lui. Au contraire, elles les tuent, elles les rendent dépressifs et elles les brident. Comment tu vas faire ça? Comment tu vas 42iser le monde? Parce que qui change l'éducation change le monde. Et là, Nicolas, ton job maintenant, ça va être de 42iser le monde. Et moi, je serai toujours avec toi pour ça. D'ailleurs, tu le sais que moi, mon rêve, c'est d'être pirate professor. Je regardais Albator, ça m'excitait grave. Moi, je veux être pirate. Je veux pas être, comme disait Jobs à ses tout débuts, il vaut mieux être pirate que d'être dans la marine. Et moi, je veux être pirate maintenant. Et comment tu vas recruter des pirate professeurs qui ne seront pas des profs, qui seront plus pirate que professeurs, mais qui vont t'aider à hacker l'éducation. Et moi, si tu lances ça, alors là, je signe demain, mec. Demain. Nicolas? La question, elle est assez vaste. Sur 42, actuellement, on est en train de... On a lancé une sorte de modèle de franchise. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est non-profit. Donc, il n'y a pas de profit ici. On ne travaille qu'avec des organisations non-profit. On ouvre d'autres structures 42 ailleurs avec d'autres organisations non-profit. Et en fin de compte, on fait une sorte de mutualisation de coûts communs, okay, ce qui permet de développer assez rapidement. Là, on a démarré ça il y a 2 ans en Roumanie à l'origine, un peu par hasard, parce que c'est des Roumains qui sont venus nous voir et qui nous ont dit on voudrait démarrer l'école, sans l'accord de Xavier, okay, qui du coup s'en est rendu compte par la presse. En fin de compte, il y a eu un article où marqué Xavier Niel s'installe en Roumanie. Il m'a appelé en disant Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Tu décodes complètement, c'est quoi ce bordel? Donc j'ai expliqué un peu ce qu'on faisait. Bon, globalement, il m'a dit t'arrêtes tout ça, c'est n'importe quoi. Bon, et puis après, entre le moment où on avait démarré la Roumanie et le moment où il s'en est aperçu, on avait déjà ouvert en Ukraine. Donc je lui ai dit Xavier, on a ouvert en Ukraine, est-ce que tu veux qu'on ferme chez Manuel? Non, laisse tomber, mais t'en fais plus. Okay, puis on a fait, il y en a une qui s'est ouverte en Afrique du Sud. Ça, c'est parce que, en l'occurrence, c'est Camille Agon, la fille de Jean-Paul Agon, le PDG de L'Oréal, qui a ouvert ça parce qu'elle connaît Xavier et qu'elle l'a fait chier pour qu'il dise OK. Puis voilà, on est resté comme ça. Et puis dernièrement, il s'est passé un truc, il y a eu une réunion à Rome avec un bon paquet d'entrepreneurs, des plus gros entrepreneurs européens. Et Xavier était là-bas et ils ont discuté et puis il est revenu en disant finalement on va ouvrir partout. Donc ça c'était en septembre dernier, il nous a dit maintenant dès lors que vous avez un partenaire sérieux on ouvre. Et là on en a une quinzaine dans le pipe, donc on va ouvrir une quinzaine de 42 d'ici 1 an. Je ne sais pas si vous avez entendu, là il y a 5 minutes on a pris un tweet comme quoi, parce qu'il est avec Macron en Tunisie, donc on va en ouvrir un en Tunisie. Il est allé en Algérie, on va en ouvrir en Algérie, il y en a une qui va s'ouvrir au Maroc, etc. Puis il y en a une aussi, il y en a une prochainement à Bruxelles, à Amsterdam, Madrid, Londres. Voilà, donc c'est en train de s'ouvrir un peu partout. Il y en a aussi qui va s'ouvrir à Jakarta, une à Bangkok, une à Taïwan, une au Brésil. Enfin, il y en a un peu partout qui vont s'ouvrir. Donc avec toujours un modèle assez simple, c'est un partenaire local, okay, qui finance, donc sous forme mécénale, okay, et en fin de compte, ils utilisent notre plateforme. Donc c'est pas, on leur donne pas la technologie, ils accèdent à notre plateforme. Donc un étudiant qui est en Afrique du Sud, il utilise les mêmes serveurs que celui qui est à Paris. Donc on est sûr, on est garanti qu'on fait la même chose, parce qu'il n'y a presque pas d'implication locale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu comme une plateforme de jeu, si vous voulez, prenez World of Warcraft, où qu'on joue dans le monde, c'est pareil. Donc l'étudiant, il peut être absolument partout. Tout ce qu'il a besoin, c'est des locaux. Donc on a besoin d'un minimum d'infrastructures. Donc on a un cahier des charges et une charte sur ce qu'on attend au minimum. Puis après, ça s'ouvre, etc. Donc on est en train de se répandre mondialement. On a énormément de demandes. Donc aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est notre propre capacité à produire des nouveaux points d'entrée. On est aussi en train de diversifier en termes de contenu. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur une ouverture de ce qu'on appelle, alors nous on n'appelle pas ça des domaines, on va plutôt appeler ça des branches. Mais globalement, on est en train de travailler sur une branche d'art,
Je suis, à partir de la semaine prochaine, je suis à Venise, dans un truc qui s'appelle H-Farm, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une sorte d'incubateur, mais très orienté design industriel. Donc on va ouvrir une branche design industriel. On va certainement ouvrir une branche industrie, donc, mais plutôt industrie additive. Okay. Donc tout ce qui va être fabrication 3D, etc., enfin imprimante 3D, construction additive, etc. Voilà. Donc on est en train de diversifier dans différents domaines. On est en train de parler de choses un peu plus compliquées comme de médecine, et donc avec des gens assez sérieux sur les médecines, notamment en Israël, etc. Donc on est en train d'effectivement de diversifier et d'ouvrir les choses. Alors après, hacker le système éducatif, c'est une histoire assez compliquée. Je ne sais pas si vous connaissez François Tadei, qui est au CRI. Ça fait 15 ans, voire 20 ans d'ailleurs qu'il est en train d'essayer. Ça ne se passe pas super bien. Ça le déprime d'ailleurs. Enfin bon, même s'il a de l'énergie à gogo. Hein. Il y en a d'autres. Gilles Badinet, qui est aussi un ami, c'est pareil, il a renoncé. Il a dit on n'y arrivera pas. Donc hacker le système éducatif, c'est une histoire bien plus compliquée que former des gens ou même savoir-faire. C'est un problème politique très compliqué. Donc là, je ne m'y risquerai pas. Alors, une autre particularité, c'est 42, ça n'a pas de prof du tout. Je ne sais pas si vous avez visité, je ne sais pas si on vous a bien expliqué, il n'y a pas de prof du tout ici. Je pense que c'est la bonne solution pour hacker le système, c'est d'enlever les profs, quoi. Ou en tout cas de laisser les étudiants faire des trucs sur le côté, quoi. Que ça soit de toute nature. D'ailleurs, vous parliez de celui qui a inventé des choses dans son garage, c'est parce qu'il l'a fait dans son garage et qu'il n'y avait personne pour lui dire qu'il ne pouvait pas y arriver, que ça s'est passé comme ça. Donc très clairement, moi, ma conviction, c'est qu'il faut fabriquer des espaces je vais appeler des espaces de jeu, dans lesquels on a accès à des choses extrêmement compliquées, des labos plus ou moins virtuels, okay, pour que les jeunes puissent s'approprier ces problématiques sans qu'il y ait des gens qui essayent de les diriger vers des objectifs préalablement définis. Parce que le problème, c'est que en créant l'objectif, on crée la limite qui va avec. Et c'est vraiment ça l'objectif et la spécificité de 42, c'est de ne pas s'interférer entre l'étudiant et ses propres objectifs. La question d'Idriss était sur la partie pirate professeur plus pirate que professeur. Il y a le côté géographique où tu développes l'école 42 et le concept. Il y a d'autres branches, médecine, art. Comment tu fais pour décider des partenaires avec lesquels tu vas travailler? C'est-à-dire, humainement parlant, les personnes qui vont porter les projets 42 dans les différentes zones et dans les différents secteurs, quels sont tes critères? Nos critères sont assez simples. On veut qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose qui soit accessible à tous, où il n'y ait pas de background ni social ni académique préalable, et qui ont la capacité à la fois financière et, je dirais, qui ont un leadership suffisant pour pouvoir le porter, c'est-à-dire qu'ils soient audibles des populations locales pour que quelqu'un qui est... Parce que typiquement à 42, on dit quelque chose qui est assez compliqué, on dit par exemple, t'es nul en maths et tu peux être génial, tu peux être un super informaticien. Il faut que quelqu'un d'assez fort, qui a réussi, qui a une certaine prestance locale, puisse le dire. Voilà, donc on cherche ces trois éléments, un leadership, des moyens financiers suffisants et un minimum de valeurs communes. Et on les trouve assez facilement. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui ont envie de s'engager là-dedans. L'éducation, c'est un domaine où pratiquement tout le monde se sent concerné. Françoise, que nous avons interviewée récemment, qui aurait beaucoup aimé être là et qui me dit « J'aurais deux questions pour Nicolas. La première, dans quelle mesure peut-on utiliser des méthodes de 42 pour du reskilling en entreprise ?» Et la deuxième question qu'elle se posait et te posait, c'est, pour elle, tout part de la motivation. Comment est-ce que tu l'évalues au sein de l'école 42 ? Alors, la première question, c'est sur le reskilling. Donc le reskilling, on le fait. Donc, de facto, on est en train de le faire. On a un programme qui a démarré il y a 2 ans, enfin 3 ans même, qui est fait avec Pôle emploi. Donc en fin de compte, on avait un problème assez compliqué avec Pôle emploi, parce qu'on avait des étudiants qui avaient des prolongations de droits, d'autres qui n'en avaient pas, c'était un peu le bazar, et dans la même situation, on n'avait pas toujours la même réponse de Pôle emploi. Donc on a cherché à les contacter, on a mis un certain temps à trouver des bons interlocuteurs, on a trouvé les bons interlocuteurs, et on a mis en place une convention avec eux, qui a une partie qui fait que finalement nos étudiants sont tous traités pareil, de façon assez bien en général, et en contrepartie, on a monté un programme avec eux, qui consiste à intégrer dans 42 un certain nombre, à peu près entre 30 et 50 selon les années, de chômeurs longue durée de plus de 50 ans. Donc on a des gens qui ont fait au moins 2 ans au chômage et qui ont plus de 50 ans, qui intègrent la formation de 42, qui passent les mêmes processus de sélection que nos étudiants et qui suivent ce process. Et donc là-dessus, on a un retour à l'emploi autour de 70%.
Okay, donc les gens retrouvent du travail de façon importante. Donc on reskill complètement. On a aussi un certain nombre de programmes avec des entreprises cette fois-ci. Alors je ne vais pas citer les entreprises parce que je pense qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'on en a discuté l'autre jour, j'en avais parlé un peu trop sur des médias. Toujours est-il qu'on a des entreprises qui nous ont demandé de prendre des gens qui étaient typiquement des gens qui étaient dans des secteurs où ils pensent que ça va disparaître. Typiquement par exemple l'exemple de cariste, le mec qui est dans un entrepôt, qui a une trentaine d'années en général, qui en a marre, et qui de toute façon il sait que ça va disparaître, ils vont virer la moitié. Et donc on a fait des programmes d'1 an. Okay. Et là, on arrive, alors c'est des petits programmes, hein, c'est des programmes d'une trentaine, quarantaine de personnes pour l'instant, tout simplement parce qu'on n'a pas la place. C'est-à-dire que physiquement, c'est plus des expérimentations qu'une vraie volonté. Le problème, c'est que jusqu'à à peu près 2 ans, Xavier nous avait dit, on s'occupe que des étudiants en formation initiale. Bon, il y a 2 ans, il nous a dit, ça serait bien d'aider aussi les entreprises. Bon, c'est cool, sauf qu'on a un problème de place. Aujourd'hui, le vrai goulot d'étranglement de 42, c'est physiquement sa place. Donc on a fait 2-3 expérimentations et on arrive à recycler, à ramener, je veux dire, enfin en tout cas reformer vers d'autres secteurs. Donc là on les amène à l'informatique, 100%, parce qu'aujourd'hui sur les 2 groupes on a fait 100%. C'est-à-dire que 100% des gens qui étaient caristes aujourd'hui sont dans le service informatique de la même société où ils étaient. Voilà. En notant bien que ce sont des gens volontaires, on n'a pas pris les gens de force. Et c'est pas tout le monde. Je suis convaincu que si on prenait au hasard les gens en disant toi t'es cariste, tu vas devenir informaticien, ça va pas bien se passer. Par contre, c'est des gens qui le voulaient, qui avaient décidé ça, qui étaient conscients qu'ils voulaient plus le faire et qui se sont engagés dans ce process et qui ont encore une fois suivi exactement le même cursus que nos étudiants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un mode privilégié. L'entreprise a joué le jeu parce que c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas d'horaire, c'est un peu le bazar chez nous en termes de le côté droit du travail. Personnes qui sont restées salariées tout en ayant un comportement qui n'était pas ad hoc avec le droit normal du travail français. Mais bon, toujours est-il que personne ne s'est plaint, c'est des petits groupes, tout s'est bien passé. Mais en tout cas, on sait que, alors ce sont des programmes à chaque fois qui ont duré, donc le Pôle emploi c'est 1 an. La plupart des boîtes, on a fait entre 13 et 14 mois selon les profils. Et voilà, ça c'est des programmes de reformation qui marchent assez bien et qui donnent des résultats tout à fait corrects et assez simples à partir du moment où on est motivé. Alors après, on parle de la motivation. Comment on évalue la motivation sur 42 ? En fin de compte, je ne pense pas qu'on l'évalue, disons qu'elle fait partie du processus de sélection. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas motivés, à mon avis, ne peuvent pas être sélectionnés dans le process. Et après, elle s'entretient parce que 42, c'est un jeu. Donc quand vous écrivez un jeu, moi j'ai pas mal travaillé dans le milieu du jeu, le problème d'un jeu en général c'est le mélange entre la difficulté et la facilité pour maintenir la motivation des gens. C'est-à-dire le mec qui joue, il n'est pas obligé de jouer. Donc si vous voulez qu'il continue à jouer à votre jeu, il faut que vous rendiez le jeu amusant. Et pour le rendre amusant, si vous le rendez trop facile, il s'ennuie, il s'arrête. Si vous le rendez trop dur, il abandonne. Donc il faut toujours gérer cet aller-retour permanent entre la difficulté avec de la complexité et une forme de valorisation qui vous donne l'impression que quelque part, quand vous progressez, quelqu'un le reconnaît, etc. Bon, 42, on fonctionne que comme ça. Donc, de facto, on est à la fois un système qui crée de la motivation et un système qui se repose sur cette motivation. Donc, c'est un entraînement, c'est une espèce de boucle, de cercle positif. C'est-à-dire que l'étudiant, il est dans un truc qui le valorise s'il est motivé et sa motivation va faire qu'il va valoriser les autres. Donc, il va aussi motiver tout le monde. Donc, on a un groupe qui s'entraîne vers le haut. Voilà. Donc ça, oui, je pense qu'effectivement, l'essentiel, c'est la motivation. Mais je pense 2 choses. C'est que la motivation, c'est quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire qu'on est tous assez motivés si on n'est pas démotivé à un moment en amont. C'est-à-dire qu'on a des systèmes, c'est un peu ce que disait Idriss au départ, on a un système éducatif qui a tendance à démotiver, mais les enfants sont plutôt motivés. Et à partir du moment où on restaure un environnement où la personne est relativement libre, elle va retrouver une motivation naturelle. C'est-à-dire les gens qui font rien durablement, ça n'existe quasiment pas, quoi. C'est-à-dire qu'on est naturellement, on a envie de faire quelque chose. Il faut juste fabriquer un espace un terrain de jeu assez large et assez diversifié pour que les gens trouvent le secteur où ils ont envie de se motiver. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus possible. C'est pour ça qu'on est aussi en train de diversifier et de rajouter des secteurs. C'est-à-dire qu'on a une communauté aujourd'hui qui est très orientée technologie, mais on est en train d'essayer d'intégrer petit à petit des gens qui sont moins technologiques, plus orientés vers notre domaine, et de fabriquer un mix de tout ça, parce qu'on croit qu'une deuxième composante importante de la partie, cette fois-ci non pas motivation, mais innovation, est très fortement liée à la diversité. Okay, donc on essaie d'intégrer, c'est une sorte de mayonnaise dans laquelle on intègre des composantes externes pour que cette mayonnaise devienne de plus en plus riche et de plus en plus complexe et qu'elle génère des nouvelles idées et de la créativité. Dernière question, en tout cas une question plus personnelle. J'ai passé une heure avec toi qui a donné lieu à cette interview. Est-ce que tu peux revenir à la genèse ?
ce qui me passionne, c'est vraiment l'acte de décider, quelque part, l'art de décider. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment tripal, instinctif, qu'il y a eu peut-être à un moment entre toi, Xavier, et les deux autres partenaires Il était une fois 42 ? Le point de démarrage de 42, c'est à la fois un point ponctuel et puis un point un peu plus long. C'est-à-dire que moi, je connais Xavier depuis 30 ans. On a parlé assez régulièrement de créer une école. C'est quelque chose qui est revenu régulièrement. D'abord, je ne sais pas si vous savez, mais Xavier a écrit très tôt un bouquin sur comment programmer, qui est aujourd'hui passé complètement sur, mais c'est quelque chose qui, depuis longtemps, lui tenait à cœur et on en a parlé plein de fois. Ceci dit, on ne l'a jamais fait. Parce que d'abord, il était occupé à s'occuper de Free et autres, ça prend quand même un peu de temps. Moi, je faisais autre chose, donc on en a parlé un peu régulièrement, mais jamais on l'a démarré. Et puis, il se trouve que donc moi, juste avant 42, je dirigeais Epitech, que j'ai fondé il y a une quinzaine d'années, enfin un peu plus. À Epitech, on a démarré un programme qui s'appelait la Web Academy. En fin de compte, la Web Academy, c'est un programme qui est démarré, qui vient encore une fois d'une rencontre avec François Bentanan, qui a eu lieu à l'ESSEC, en l'occurrence. Cette rencontre, c'est assez amusant, parce qu'on était à l'ESSEC dans un truc qui s'appelle les cordées de la réussite. Et en gros, on discutait autour des problématiques de jeunes décrocheurs, etc. C'était le thème des cordées de la réussite. Et en gros, si vous voulez, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance qui était en gros en train de dire bon, les jeunes ne réussissent pas parce qu'ils sont pas du bon quartier, leur famille, patati patata, et il faut les déplacer et fabriquer machin. Et puis moi je disais en gros ils réussissent pas parce que l'école fait n'importe quoi. C'est vraiment qu'on peut tout à fait faire réussir ces gens-là là où ils sont sans problème. Bon, donc il y avait une argumentation comme ça. Et puis François il me dit bah écoute Nicolas, si tu y crois, on le fait, quoi. Je veux dire, pourquoi tu prends pas des jeunes et on essaye et on verra bien si ça marche, quoi. On prend des jeunes qui ont décroché et on essaie de les former. Donc c'est ce qu'on a fait, on a lancé la Web Academy. Donc on a trouvé un sponsor, en l'occurrence c'est Jacques-Antoine Grangeon qui a financé la première promotion. Et donc on s'est retrouvé avec 50 jeunes qui étaient de quartiers défavorisés et qui avaient décroché avant le bac, en général autour de 15 ans. Et donc on a lancé ce programme qui s'appelait la Web Academy. Il existe toujours, il fonctionne. Aujourd'hui, c'est Samsung qui en finance une grande partie, et puis un peu la région lyonnaise. Il fait une centaine à 150 jeunes tous les ans. À l'époque, on en faisait 50. Et donc ces 50 jeunes ont tous trouvé du travail, tout s'est bien passé. Et il y a une jeune fille qui se retrouve chez Free. Une jeune fille de ce programme se retrouve à travailler chez Free, et un jour, elle se trouve à discuter avec Xavier. Et elle est rapidement identifiée comme étant un talent chez Free. Mais vraiment très très bonne. Donc ça veut dire que les gens l'ont reconnue comme étant bonne. Alors Free c'est quand même assez tech, c'est quand même une boîte tech quoi. Je veux dire, la culture elle est très techie, donc être reconnu comme bon chez Free c'est déjà pas mal. Et donc elle se retrouve à discuter avec Xavier et Xavier lui demande bah, d'où tu viens quoi. Alors je sais pas si vous avez une idée, mais moi j'ai dirigé plusieurs boîtes de tech. Le problème principal c'est de trouver les bons techs qui vont vous permettre de continuer soit à faire avancer votre produit, soit à en créer de nouveaux. Enfin, c'est la matière première du truc. Hein. Donc en général, quand on rencontre un mec bon, on essaie de comprendre d'où il vient, voir s'il n'y en a pas un autre caché par là. Bah, c'est une chasse, hein, objectivement. Moi, je veux dire, en ce moment, j'ai des amis à moi qui ont des startups, etc. J'ai au moins 15 appels jour en me disant, t'as pas un mec qui sait faire ce truc, mais enfin, ça n'arrête jamais. C'est vraiment la chasse au talent. Et donc, il lui demande d'où tu viens. Et elle lui répond, bah, il y a 2 ans, je vendais des hamsters. Elle était vendeuse de hamsters chez Animalis 2 ans avant. Donc, je ne sais pas si vous imaginez dans la tête de quelqu'un comme Xavier, je me retrouve avec une de mes meilleures techs qui me dit il y a 2 ans je vendais des hamsters. Enfin, c'est un peu. Donc du coup il m'appelle, il me dit Nicolas c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Est-ce qu'il y en a mal? Donc je lui ai montré qu'il y en avait d'autres. D'ailleurs elle n'était même pas parmi les meilleures, elle faisait partie de. Elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas super bonne, elle était au milieu. Donc il me dit pourquoi t'en fais pas des milliers quoi? On en a besoin, toutes les boîtes en ont besoin, on en rêve. Et je lui dis, vous savez, c'est un problème d'argent, hein, c'est pas compliqué, ça coûte. Il me dit, écoute, combien, enfin, il me dit, ça coûterait combien si on en veut 10 000? Donc il fait toujours les trucs petits, vous savez, quand on en veut 10 000 en 10 ans, quoi. Donc l'objectif, il me dit, si on veut en faire 10 000 en 10 ans, combien ça coûte? Je lui dis à peu près 100 millions d'euros, il me dit, ok, fais-le. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'a démarré 42. Donc le deal de base de 42, c'est d'identifier et de former 10 000 talents du numérique dans les 10 prochaines années. Et on est à peu près en phase, on est peut-être un tout petit peu en dessous pour l'instant, mais on est en train d'accélérer. Là, on doit former à peu près entre 700 et 800 par an. Et on va accélérer. Et d'ailleurs, il nous a même demandé de doubler. Donc notre objectif va passer de 10 à 20 000. Okay, voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de 42, c'est former. Voilà la genèse de 42. Et c'était un coup de fil, c'était autour d'un café. Tu te rappelles d'un moment particulier qui a basculé? Ça s'est passé à cette façon amusante parce que Xavier m'envoie un mail en me disant Nicolas, ça serait cool si tu pouvais venir. Et j'ai failli lui répondre va te faire voir.
Parce que ce qui s'est passé, à Epitech, à l'époque, on avait un truc qui s'appelait les EPI. On faisait les étudiants faisaient des sortes de projets qu'on appelle Epitech Innovative Project. À la fin de l'année, on faisait une sorte de forum où on élisait le meilleur projet et on avait un président. J'avais envoyé la semaine d'avant un mail à Xavier en lui demandant tu voudrais pas être président du truc. C'était l'année d'avant, c'était Jacques-Antoine, l'année encore d'avant, c'était Gilles. Bon, toujours été que je lui envoie le truc, il me dit pas mon truc. Point. Il me répond. Donc j'ai failli lui répondre pas mon truc. Bon, je me suis dit non. Donc ok, donc j'ai été voir Xavier et donc le premier contact s'est fait autour d'un c'était dans la cafette à Free, un truc tranquille où on a discuté du truc. Et puis sur le moment, c'était pas vraiment. C'était pas un truc pour moi quand je suis reparti du truc, c'était pas fait, quoi. C'était pas clair et sérieux. Puis il m'a rappelé en me disant si, j'ai acheté un bâtiment. Mais attends, Xavier, on avait parlé du truc. Non, j'ai acheté un bâtiment, faut que tu viennes le voir ce soir. Donc je me suis retrouvé avec Arnaud de Birmingham qui gère. J'ai oublié, online. Ici, là, en pleine nuit, il était 22h à visiter ce bâtiment avec une lampe électrique, machin, parce que Xavier ne pouvait pas être là, machin. Puis bon, voilà, ça a avancé. Mais ça a avancé, vous n'imaginez pas la vitesse où ça a été, parce que ça, c'était... La première fois qu'on s'est parlé, on devait être style le 25 décembre, un truc comme ça. On a visité le bâtiment style avant janvier, on l'a acheté, enfin il a fini de l'acheter, donc on l'a eu dispo en mars, et on a reçu 1000 étudiants dedans en juillet. C'est-à-dire qu'on a reçu 1000 étudiants dans ce bâtiment sans permis de construire. On n'avait pas encore le permis de construire. On avait tout fait. Hein. Le bâtiment a été rénové, il était aux normes de sécurité, mais on a eu l'ouverture officielle avec la sécurité 1 an et demi après. Okay, donc voilà, ça a été un peu rock'n'roll. Et c'est quand tu as vu le bâtiment, que tu as vu qu'il était sérieux, que toi-même tu t'es décidé, ou tu étais déjà partant et... Non, j'étais partant. On avait discuté sur l'idée, on était partant. Mais on n'avait pas, à ce moment-là, même avant le bâtiment, on n'avait pas du tout une idée précise de ce qu'on allait faire. On était dans une logique de se dire, on peut faire... En fin de compte, on s'est dit, on va refaire la Web Academy. En plus gros, quoi. Ce qui n'est pas du tout... Et la Web Academy ne fonctionne pas comme 42. Donc après, ça a changé dans le projet. L'idée d'aller chercher tout le monde, c'était pas clair. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient pas claires. Les choses se sont construites au fur et à mesure, petit à petit. En plus, on démarrait l'école, il n'y avait pas du tout de diplôme. Donc moi je disais à Xavier, mais attends, sans diplôme, on va avoir pas un chat. Lui me dira, pour vous donner un ordre d'idée, Xavier, on s'était dit, donc la réunion, on a discuté de ça. On dit à Xavier, je lui dis, écoute, sincèrement, ça va être compliqué. 1000 étudiants par an, c'est beaucoup. Je pense qu'on aura du mal à dépasser 200 ou 300. Il dit, mais non, tu verras, il y en aura au moins 2 ou 3000. On a eu 100 000 personnes dans la première semaine. Okay, donc, on était complètement à l'ouest en termes de prévision et en termes de volume, aussi bien lui que nous. Moi encore nettement plus, je venais du système éducatif classique, donc pour moi ça pouvait pas marcher, enfin c'était plus compliqué de marcher, etc. Donc voilà, donc c'était, il n'y a pas vraiment eu de plan, quoi. Okay, il n'y a pas eu de plan de bataille, il n'y a pas eu, les choses se sont faites petit à petit, de même que après ça a été un peu compliqué parce qu'on démarre le truc, il a fallu voir qui venait, etc. Donc tout ça s'est fait, on était en quelques semaines, il a fallu agréger une équipe, etc. Donc c'était pas du tout, ça n'a pas du tout été planifié. Okay, donc quand on a préparé avec Nicolas et qu'on lui a dit qu'il aurait un moment où il pourrait faire une demi-heure, 3 quarts d'heure masterclass, il me dit « Oh, je préfère échanger avec les gens ». Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebondir sur ton envie. Pascal va prendre le relais, il y a un certain nombre de questions de différentes personnes, des HEC et d'autres, des petites surprises. Puis après, avec ce qui est à la droite de Nicolas, on va vous l'envoyer pour ceux qui veulent poser des questions. Le but du jeu, c'est jouer l'interactivité. J'ai eu le plaisir de t'avoir pendant 1 heure et je vous invite à regarder l'interview puisqu'il y a des thématiques qui sont vraiment passionnantes dessus. Et là, Pascal va prendre le relais sur d'autres choses étonnantes. Oui, donc on ne va pas perdre le rythme, donc j'ai quelques questions rapides pour toi, Nicolas. Donc tu réponds, c'est réponse flash, si tu veux commenter, tu peux commenter. Ça s'affiche pas comme à l'écran, bon, tant pis. Alors, est-ce que c'est Mac ou PC ? Ici c'est plutôt Mac, mais ça n'a pas grande importance. Est-ce que c'est plutôt 42 Silicon Valley ou 42 French Tech ? C'est les deux. Les deux ? Les deux, on fait les deux. Okay. Et puis on est vraiment pour la... Moi je crois beaucoup justement que la diversité c'est quelque chose de très important. Donc je pense que l'interaction des différentes communautés est extrêmement importante. Donc on veut que chaque communauté soit vraiment le plus local possible avec ses cultures, etc. Et que chacune participe ensemble à du travail commun. Plutôt Twitter ou Facebook ? J'ai pas Twitter. Je ne vais jamais sur mon Facebook. Plutôt Beatles ou Rolling Stones ? Oh là là, plutôt Beatles. Plutôt caviar ou cassoulet ?
plutôt cassoulet. Pas de caviar du tout. Plutôt foot ou plutôt rugby? Rugby, ça pas de doute. Ok. Et plutôt intelligence artificielle ou plutôt intelligence humaine? Ah là, je sais pas choisir parce que je pense que c'est de l'interaction des deux que la valeur va se créer. Donc il y aura besoin d'intelligence artificielle pour que les humains puissent être intelligents. J'ai une question de mes deux filles, donc Mila, elle a 8 ans et demi. Alors, en fait, j'ai un peu une obsession, que je lui dis souvent qu'elle fera Polytechnique et après elle fera ce qu'elle voudra. Et alors la question qu'elle a pour toi, c'est est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Il faut pas taper. Non, moi je pense qu'elle fait ce qu'elle veut tout court, quoi. Bon. De toute façon, c'est comme ça que ça finira. Bon, alors, C'est sûr. j'ai le numéro 2 qui a aussi une question. Fatigue. Alors, elle est intéressée à savoir s'il y a des filles ici. Ah non, il n'y a pas de filles ici. Il n'y a pas de filles ici? 10%. 10% seulement? Ouais. Un peu plus, on est à 13% cette année, ça monte un peu. Pourquoi? Ah, ça, c'est une question auquel je ne sais pas répondre. C'est une question. Pour mettre plus d'informations autour, la moyenne dans les écoles d'info, c'est 7%. C'est en chute libre. Donc, c'est en train de baisser. On fait énormément de choses et rien ne marche. Moi, je fais partie de programmes comme. On a fait un truc, le prix Excellencia avec Microsoft il y a 15 ans. On a fait plein de trucs, ça ne marche pas. La dernière étude PISA dit qu'il y a 3% des filles en France qui veulent faire de l'informatique. On ne sait clairement pas expliquer ce qui se passe. C'est un vrai problème. Alors, je peux rajouter encore de l'info si vous voulez. On reçoit à peu près, en gros, entre 1000 et 2000 filles par an ici. On a un programme qui s'appelle Wi-Fi. C'est un truc pour les filles, mais plutôt de collège, donc un peu jeunes. Donc elles viennent ici, donc c'est souvent soit du week-end, soit pendant les vacances. Donc quand on leur demande, en arrivant ici, combien se disent qu'elles s'imaginent faire de l'informatique, on est autour de 25%. Okay, donc c'est des filles qui viennent ici, elles sont déjà plus ouvertes à l'idée. Quand elles ont fait le stage, on arrive autour de 50%. Donc après la fin. Par contre, il y a un truc qui est très traumatisant, c'est que quand on fait des stats dans leur classe, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'elles sont strictement incapables de transmettre ce changement à une autre fille. Okay, donc c'est une catastrophe, parce que finalement, 1000 filles, il y en a 400 000 par an. Hein. La tranche d'âge, c'est 400 000. Donc il y a un problème on ne sait pas comment transmettre ça. Un truc important qu'elles disent, c'est que c'est pas du tout ce qu'elles imaginaient. C'est-à-dire que l'image qu'elles se font de ce que c'est que l'informatique n'a strictement rien à voir. C'est aussi le cas de la plupart des garçons au passage. Hein. C'est-à-dire que l'image que les jeunes de collège ont de l'informatique n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous connaissez un truc comme Magic Maker. Quand vous envoyez vos enfants, vous verrez, ils reviendront en vous disant mais c'est pas du. Enfin, ils sont super contents, mais c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Il y a un problème d'image très fort entre l'idée de ce qu'on se fait d'un informaticien ou d'un mec qui fait des robots et des trucs comme ça, et la réalité concrète de la chose. Et on n'arrive pas à le transmettre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'ouvrir de façon large. Donc je ne sais pas l'expliquer. Et je vous dis, on est plutôt mieux noté, parce que je vous dis, on a fait 13% cette année, et la moyenne c'est 7%, et ça décroît. C'était quand même 14% il y a 6 ans. Donc ça veut dire que c'est en chute forte. Et c'est valable sur tout l'OCDE. Il y a quelques pays bizarres. L'Indonésie, 70% de filles dans les filières informatiques, en croissance. C'est un des rares pays comme ça. Vous avez, pas le Vietnam, la Thaïlande, où c'est à peu près parité. Mais à part ça, les 3/4 des autres pays, il y a une très forte divergence. Aux États-Unis, on est à 25%. Alors, une troisième question. Alors, c'est Kacha, donc c'est la maman des deux précédentes. Elle se pose beaucoup de questions sur l'éducation de ses filles. Et elle a regardé le modèle de 42 et elle trouve que c'est très proche de l'esprit Montessori. Oui. De toute façon, il y a clairement des idées de fond dans l'histoire, qui est assez simple. L'idée, c'est que déjà, avant de vouloir apprendre des trucs aux gens, il vaut mieux les intéresser, quoi. C'est le truc de base. Et c'est le fond de l'idée Montessori. Donc on est assez proche de l'idée Montessori. Mais on serait plus proche, je pense encore, du mouvement d'école démocratique que l'école Montessori, qui est, à mon avis, une ébauche de la problématique, quoi. Voilà, on va couper le film, parce qu'en fait, c'est Madame Gojard, en fait, c'est la directrice de l'école de mes enfants. Et elle souhaite désespérément, elle voudrait mettre des cours de code. Ça fait 2 ans qu'elle se gratte la tête pour faire ça, et elle ne sait pas comment faire. Est-ce que tu auras un conseil à lui donner? Ah oui, elle appelle Magic Maker. Ils sont en train de le faire avec plusieurs écoles et ça marche super bien. En plus, on a beaucoup d'étudiants ici qui travaillent avec eux et qui font participer au développement des plateformes. Donc ils aillent voir Magic Maker et ça marche super bien. Et c'est du bon taf, quoi. Mais il n'y a pas que, il y en a 400. Il y a un autre truc, si elle n'a pas, parce que ça dépend où elle est, mais il y a aussi des mains à la pâte qui ont développé toute une... Vous allez sur le site des mains à la pâte, il y a
tout un truc de développer, ils ont développé des outils pour des tout petits, même s'il n'y a pas d'ordinateur dans la classe. Ils en font de l'informatique avec des cartes à jouer, enfin ça marche très bien. Alors, c'est quelqu'un, j'ai eu la chance d'assister hier à une masterclass de Stéphane Mallard, en fait, qui est un évangéliste en intelligence artificielle. Il avait 2 questions, en fait. Il disait, donc pourquoi est-ce que tu dis de manière récurrente qu'en fait, la connaissance telle qu'elle est dispensée par le système éducatif en France, ça ne sert à rien? C'est sa première question. Et sa deuxième question, c'était comment produire, comment encourager à avoir plus de disrupteurs, en fait, qui sortent du système? En fin de compte, elles sont liées. Ces 2 questions sont liées. Donc la première, elle est assez simple. Pourquoi je dis que ça... Alors, je dis même pas que la connaissance telle qu'elle est dispensée dans le système éducatif, je dis la connaissance, tout simplement, sert à rien. Je dis même plus pire. Je vais dire même pire que ça, je dis aux étudiants, je leur dis la connaissance, elle sert à rien, elle est dangereuse et elle rend idiote. Donc elle rend les gens idiots. En gros, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, finalement, pour accéder, quand on a besoin quand on a besoin d'une connaissance, ok, c'est parce on veut s'en servir. Bon, aujourd'hui, quand on veut se servir d'une connaissance, le plus simple, c'est certainement pas de l'avoir appris, c'est d'aller la chercher à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a une interface à la connaissance qui nous permet de ne pas avoir à la stocker comme on a fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier truc. C'est de mon point de vue, en termes d'efficacité, non raisonnable de passer son temps à stocker de la connaissance dans notre cerveau quand on peut avoir accès à cette connaissance de façon extrêmement simple et plus rapide. Et en plus, il faut bien comprendre que ce processus d'accéder à l'information, il n'en est qu'à son début. C'est-à-dire que cette interface-là, qui est déjà pas mal, okay, elle va devenir bien plus performante et elle va aller dans 2 domaines. Elle va être à la fois plus... c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur la forme de représentation de cette connaissance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser des questions qui sont beaucoup plus pertinentes et on va pouvoir vous l'interfacer de façon plus efficace. C'est-à-dire que dans certainement 10-15 ans, vous serez capable de simplement penser à une question et d'avoir la réponse dans votre tête. Comme si vous saviez. Okay, et quand je dis comme si vous saviez, ça ne veut pas dire que vous allez avoir les pages du livre. Vous allez avoir la connaissance structurée comme si vous l'aviez appris. Okay, on est déjà capable de faire ça. Par exemple, sur les souris, on est capable de prendre une souris, de lui apprendre à sortir d'un labyrinthe et de transférer cette connaissance à une autre souris. C'est-à-dire que la première souris, vous mettez 1 semaine, 2 semaines à l'entraîner. L'autre souris, ça prend 2 secondes et elle sort du labyrinthe direct. Donc elle n'a pas appris par cœur le labyrinthe, elle a appris la connaissance de l'autre. Okay, et ça, ça va peut-être prendre 10 ans, peut-être 15 ans. Mais ça veut dire qu'à moyen terme, on n'a plus besoin de stocker de la connaissance de notre cerveau. Okay, le deuxième point, c'est que le problème, et là, il est plus lié à notre métier d'informatique. Donc, dans nos métiers, on a un problème avec l'obsolescence de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance dans notre métier, elle change vite. Et en plus, contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'impression, c'est que ce n'est pas une connaissance qui évolue. C'est une connaissance qui est disruptive à chaque fois. C'est-à-dire qu'elle n'est pas incrémentale. C'est-à-dire moi, je suis physicien à l'origine. Quand vous apprenez un truc en physique, c'est vrai pour toujours. Vous apprenez quand on lâche une pomme, elle tombe. Parce qu'il y a la nature. La physique, elle étudie la nature. L'informatique, ce n'est pas un élément naturel. C'est un ensemble de conventions humaines. C'est des choses qu'on a décidées entre nous. Quand on change ces conventions, ça change le contenu même. Ça ne change pas juste la représentation qu'on en a. Hein, la pomme, elle tombe toujours. 2 physiciens vont dire elle tombe différemment. Enfin, c'est pas vrai. La pomme tombe toujours exactement pareil. Par contre, la façon dont on regarde comment elle tombe change. Okay, en informatique, ce qui change, c'est l'informatique elle-même. Hein, je donne toujours un exemple qui est un peu idiot, mais un peu capillotracté, mais je dis toujours, vous prenez un architecte romain, vous l'amenez aujourd'hui, vous lui demandez de faire un pont, il peut faire un pont. C'est-à-dire que s'il fait exactement comme il faisait il y a 2000 ans, okay, il va faire un pont qui tient debout. Si vous prenez un programme d'il y a 5 ans, il ne marche plus. Hein. Parce qu'en informatique, c'est le monde qui a changé. En physique, le monde n'a pas changé. Donc il y a des gens qui savent faire des ponts un peu mieux, mais ce que tu sais sera toujours vrai. Alors qu'en informatique, ce que tu sais va devenir faux. Ce qui fait qu'on a un problème, c'est que du coup, quand on apprend un truc qui va être faux. Et là, on a un deuxième problème, c'est qu'on ne sait pas oublier. Nous, êtres humains, on est incapables d'oublier quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours. Vous savez, je rencontre beaucoup de parents qui me disent « Ouais, mais il va apprendre, c'est pas grave, au pire, il s'en servira pas. » Ben, c'est pas vrai. Parce que quand on apprend un truc, ça nous change la façon dont on apprend la suite. Donc quand on apprend quelque chose, il faut comprendre qu'on met quelque chose à vie dans sa tête. C'est impossible de l'enlever. Donc il faut faire attention à ce qu'on met. Tant qu'on met un truc qui est sûr que c'est juste, tout va bien. Quand on met un truc qui va changer, ben là on a des problèmes parce que ça change les paradigmes. Okay, donc apprendre, ce n'est pas juste un phénomène, c'est pas juste... Notre cerveau n'est pas un ordinateur avec des cases où on peut effacer la mémoire et remplacer. Ça ne marche pas comme ça. Okay, donc ça c'est important. Et le dernier point, je dis ça a tendance à réduire la créativité. C'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte,
dans la partie de créativité, il y a une part qui est liée à la capacité à prendre du risque. Et si on vit dans un environnement où on ne prend jamais de risque, c'est de plus en plus dur de prendre des risques. Et en gros, quand on est dans un système d'apprentissage, chaque fois qu'on te pose une question, on t'a donné la réponse avant. Et donc tu t'habitues finalement à ne prendre jamais de risque, puisque tu réponds ce qu'il faut répondre. Okay, et donc du coup, tu baisses ton niveau de risque. Ça ne veut pas dire que tu es moins créatif, ça veut juste dire que tu es moins capable d'accepter le risque de tes idées, entre guillemets, divergentes. Et donc la réponse sur comment on fait pour rendre des gens plus disruptifs, eh ben, on les libère de ces empreintes de connaissances qui leur semblent absolues. C'est-à-dire qu'on les rend autonomes de leurs connaissances et plus capables de co-créer ensemble et de réfuter de la connaissance établie. Donc en réduisant la somme des connaissances par lesquelles on les assomme. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui gravitent autour de 42. Sûrement, ouais. Donc là, c'est un business angel qui a pas voulu donner son nom. Il m'a parlé d'une boîte d'une startup qui s'appelle Recast.ai, en fait, qui est passée par ici. Je ne sais pas. Alors la fondatrice, elle s'appelle Jasmine Anthony. Ah oui, si, j'ai vu. Elle est passée par Station F. La startup a été rachetée la semaine dernière par SAP. C'est la première startup qui vient de quitter en fait Station F. Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a d'autres belles histoires là qui sont... On a créé, depuis le début de l'école, on a créé à peu près 150 startups. On en crée maintenant à peu près 70 par an. Il y a plein de très belles histoires. Et elles sont toutes belles et elles sont récentes. Donc c'est encore un peu jeune, mais effectivement tout ça fonctionne très bien. Et en l'occurrence d'ailleurs HEC est très actif dans le sujet, puisqu'on a un programme commun qui s'appelle Digital Launch Track, qui a été inventé à HEC, et qui est à HEC 42, et qui aujourd'hui a été rejoint par 18 autres écoles, hein, dont Centrale, Polytechnique, etc., et qui marche extrêmement bien pour créer des très belles choses, et qui part sur ce principe qui est que l'idée de base, c'est de se dire qu'aujourd'hui, encore une fois, la créativité, elle vient de la diversité et de la confrontation ouverte de gens qui ont des cultures, des habitudes, des champs très différents et qui sont capables de collaborer. Une question suivante de Pierre Papron, qui est nos anciens diplômés. En fait, on a déjà un peu abordé la question tout à l'heure. En fait, lui dit vous ne changez jamais les choses en vous battant contre la réalité. Pour changer quelque chose, vous bâtissez un nouveau modèle qui rend le modèle actuel obsolète. Est-ce que ça, c'est l'histoire de 42 ? Non, les 42, c'est pas, ça n'a. Enfin, quand on a monté 42, l'objectif n'est pas de remplacer le système éducatif français. L'objectif de 42, c'est de trouver les 10 000 talents dont on a besoin pour répondre à un problème clair. Après, qu'il y en ait qui s'en inspirent pour X ou Y raison, très bien. Après, de savoir s'il faut faire de l'intérieur ou l'autre, là, moi je connais, par exemple, j'ai deux amis, hein, je connais Gilles Badinet qui dit exactement ça, qui dit voilà, j'ai essayé tout ce que je pouvais de l'intérieur, ça marche pas, on n'y arrivera jamais. Et François Tally qui dit le contraire, on va y arriver de l'intérieur. Après, c'est de la profession de foi, il faut se mettre... ça paraît plus simple de l'extérieur, mais en même temps, ça a moins d'impact. Donc, c'est quand même le corps, il se défend plus de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, le changement, sincèrement, moi là-dessus, objectivement, si on me demandait d'être ministre de l'Éducation, je refuserais, quoi. Non, mais très clairement, je pense que ça doit être, c'est l'horreur, quoi. C'est un truc. Savoir, j'en ai connu 2-3, donc c'est très compliqué. Même rien que président d'université, c'est très compliqué. C'est des choses politiques extrêmement complexes qui ne correspondent pas. Mais maintenant, très clairement, par exemple, si on avait voulu construire 42 dans une université, on n'y serait pas arrivé. C'est aussi simple que ça, parce que moi je le connais bien à l'intérieur, on n'aurait pas pu. Même si on l'avait fait avec personne de l'université. C'est-à-dire que si on avait pris des trucs à l'intérieur de l'université et qu'on avait juste cohabité, ça aurait été vraiment très très compliqué. Pour l'avoir vécu à 2-3 endroits, c'est très complexe. Donc c'est sûr que c'est toujours plus compliqué de changer que de construire, quoi. Ça c'est sûr. Alors, quelques questions de participants. Alors, Damien, je ne sais pas s'il est là, tout à l'heure il n'avait pas émargé quand j'ai vérifié. J'avais une question donc, de Damien. Comment peut-on recruter des stagiaires de l'école ? C'est compliqué. As-tu des critères de profil d'entreprise pour être des recruteurs potentiels? Comment ça marche? On a un site qui s'appelle entreprise.42.fr où on peut proposer des stages. C'est très très compliqué. On a beaucoup plus de demandes que d'étudiants. Donc c'est très compliqué de trouver des 42. Ils sont chiants. Même nous, on aurait du mal à les trouver. Pour nous, et même Xavier n'arrive pas à en trouver. C'est assez compliqué. Bon, okay. Donc, non, il y a un site. Alors, les tricks, c'est que nos étudiants sont souvent très motivés par le côté très technique. Donc, si vous avez un truc génial, hyper compliqué, en général, c'est une bonne source de motivation. Ils sont pas mal motivés aussi par le côté que ça a du sens.
Pour vous donner l'ordre d'idée, dernièrement, je ne vais pas non plus donner le nom parce que je pense qu'ils vont après, mais une banque française, c'est une grosse banque française, donc on avait les équipes de cette banque ici, il y avait la DRH qui me dit, ouais, vos étudiants, ils sont insupportables, machin, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a rencontré un de nos étudiants, le service informatique le voulait absolument, tout le monde était d'accord, et puis il a posé une question à la DRH en disant, mais votre entreprise fait quoi de bien? Elle a pas su répondre, elle a dit, je vais travailler ailleurs. Et il a vraiment été travailler ailleurs. Et du coup, elle me dit, mais ils sont ingérables. C'est vous qui êtes ingérable, vous faites des trucs, vous savez même pas à quoi ça sert. Et donc ça, c'est un des trucs, et c'est une histoire réelle, c'était il y a un mois, quoi. Donc il y a le côté, je fais un truc qui a un sens, qui sert à quelque chose, c'est important pour pas mal d'étudiants. Moi, j'ai lancé une boîte qui fait de l'intelligence collective, et dans ta vidéo, tu parles effectivement de tout ce qui est mobilisation d'intelligence collective. Et donc, je voulais te demander s'il y avait des méthodes particulières en intelligence collective, et si ça t'intéressait d'essayer notre méthode. Bah, alors, foncièrement, on fait rien de particulier. On n'a pas de méthode particulière. On crée des situations qui sont finalement solubles que par des systèmes d'intelligence collective. Donc, c'est quelque chose qui pousse, quoi. Je veux dire que c'est quelque chose qui se développe naturellement dans l'adversité et dans l'altérité des étudiants pour arriver à résoudre des problèmes. Maintenant, s'il y a des méthodes pour dynamiser et faire que ça se marche mieux, moi, je suis ouvert à écouter. On a beaucoup de neurologues et de psychologues qui travaillent avec l'école, hein, donc on a plusieurs... Ils ne travaillent pas pour l'école, c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes de l'extérieur qui font des études sur ce qui se passe dans l'école pour essayer de comprendre et de modéliser et d'optimiser. Pour l'instant, il n'y a rien de très probant qui est sorti de tout ça, hormis des choses un peu surprenantes, c'est-à-dire que les résultats cognitifs de pas mal d'étudiants ont pas mal changé de façon surprenante, mais à part ça, il n'y a pas de modèle clair qui s'est dégagé sur ce point de vue. Après, moi, je pense qu'effectivement... en fin de compte, 42 de mon point de vue ne développe quasiment que cette capacité à faire de l'intelligence collective, quoi. À la fois la capacité créative et la capacité d'empathie et de collaboration. À tel point, pour vous donner des ordres d'idées, je ne sais pas si on vous a raconté un peu, donc quand on sélectionne nos étudiants, on fait un truc qu'on appelle la piscine. Donc ils se mettent on reçoit 1000 étudiants d'un coup, et ils sont tous ensemble. On a fait des essais, si on sort les étudiants, c'est-à-dire qu'on leur fait faire la même chose, chez eux, ça ne marche plus. Mais même par petits groupes, ça ne marche plus. C'est-à-dire que le fait d'être dans un collectif assez gros, et de ne pas forcément interagir, mais le simple fait de participer à un groupe fort, fait que chacun se dépasse. Et donc après, ce qui se passe clairement collectivement, on ne le sait pas précisément. Il y a des gens qui ont fait des trucs. L'an dernier, on a même fait des mesures. Ils ont été faire de l'imagerie cérébrale sur un certain nombre de nos étudiants pendant la piscine pour voir s'il y a des trucs qui bougent. Non, mais ils essaient de comprendre parce que ça n'a pas l'air d'être très simple et très clair. On a fait aussi des essais qui sont assez amusants parce qu'on a un programme qui d'ailleurs vient d'HEC, il vient de Valérie Gauthier, je ne sais pas si vous la connaissez, donc chez vous. Donc voilà, donc, le savoir relier, on bosse avec elle et on a fait des essais avec des étudiants qui font du présentiel et des étudiants qui font du distance. Et le distance ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'ils suivent exactement le même protocole. S'ils sont en présentiel à se voir, ça marche. Si on les met dans 2 salles séparées avec un Skype ou un truc comme ça ne marche plus. Et, voilà. On essaie de comprendre pourquoi, etc. Parce que ça serait, nous, objectivement, ça nous arrangerait beaucoup de pouvoir réduire cet impact physique, parce qu'aujourd'hui, notre goulot d'étranglement, c'est le côté physique, la rencontre des gens. Voilà, donc très clairement, il y a quelque chose qui se crée. On parle d'inférence. On a travaillé avec une équipe de Nanterre. On a démontré qu'on arrivait à faire de l'inférence avec de la connaissance qui était dans aucun des 2 cerveaux dans une pièce. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir 6 personnes en train de travailler. Ils font une inférence entre 2 connaissances qu'aucun des gens dans la pièce ne connaît, avec 2 personnes qui lisent des documents à droite, à gauche sur Internet, qui ne mémorisent pas les documents et qui arrivent quand même à sortir une idée qui vient d'une inférence qui est de documents extérieurs. Donc voilà, on a montré que ces genres de situations arrivent. Donc ça veut dire qu'un groupe de 6 personnes peut se comporter comme une entité intelligente, cohérente, avec une sorte de mémoire transactionnelle tampon. Voilà. C'est des choses qu'il y a encore une dizaine d'années, tout le monde pensait que c'était impossible. Donc il y a quelque chose de spécifique dans les gestions collectives, ça fait des choses qu'on ne sait pas faire individuellement. Après, précisément, ce qui se passe, je crois que tout le monde est en train de travailler dessus pour l'instant. Et on n'utilise pas de méthode particulière, je suis vraiment ouvert à tout, on fait beaucoup d'essais avec plein de gens. Donc là-dessus, c'est vraiment, s'il y a des méthodes, tant mieux. On a la chance d'avoir 2 étudiants, en fait. On voulait juste qu'il y ait une petite discussion entre vous et eux. Donc, on a la chance d'avoir Hugo et Louise. Donc, Hugo, je crois que tu es ici depuis 15 mois, à peu près. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie, ton œuvre, voilà. Et surtout, ton point de vue d'étudiant de 42, et pourquoi tu kiffes d'être ici. Okay, très bien, bonjour à tous. J'ai une mission qui m'a été confiée qui est assez traumatisante.
Donc je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans. Ça fait donc, c'est ça, bientôt 15 mois, je suis à peu près à la moitié de 42, on peut dire. Ce qui est intéressant dans mon parcours et qu'on retrouve dans pas mal de parcours d'autres étudiants, c'est vraiment la diversité. Donc, tout le monde a fait des choses un peu différentes. Dans mon cas, j'ai un parcours, on va dire, assez traditionnel. J'ai fait un bac S, je suis ensuite parti en Angleterre 3 ans dans une fac de commerce, tout me prédestiné à aller travailler dans la finance à Londres. Et oui, au bout de 3 ans, comme l'a dit Nicolas, c'est un peu cette quête de sens en se disant qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire. Et au bout de 3 ans, voilà, ça m'intéressait pas trop, j'avais envie de faire quelque chose, créer des choses. Et puis j'avais vu 42 en 2013 à la télé dans le premier reportage. Et je me rappelle une histoire assez drôle en fait. La veille de mon départ en Angleterre, il y a ce documentaire qui passe. Et je vais voir ma mère en fait hyper content en disant ah, attends, j'ai trouvé ce que je veux faire, je vais aller à 42. Ma mère me dit mais t'es sympa, mais tu parles demain, tu pars à l'étranger, t'es parti pour 3 ans quoi. Et au final, 3 ans après, je me suis retrouvé. L'histoire, quand même les choses. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je pense que je vais passer la parole à Louise. Bonjour, donc moi je m'appelle Louise, j'ai 26 ans. J'ai un parcours aussi qui est assez atypique. J'ai plusieurs diplômes qui n'ont absolument aucun rapport. L'année dernière, j'ai terminé mon master en recherche en histoire des arts. J'ai fait un bac L, j'ai fait un bac photo et j'ai failli devenir un site. Donc ça n'a absolument rien à voir et j'ai découvert 42 par un ami qui est dans l'école, qui est rentré en 2014. Et donc j'ai passé tous les tests en ligne et j'ai découvert quelque chose qui vraiment est assez formidable et qui m'a plu et qui m'a ouvert un peu à un autre avenir et voilà, qui change totalement ce que je faisais avant, mais qui est prometteur. Voilà. Merci Louise. Après, il y aura des questions. Donc Pierre, peut-être ton témoignage. Témoignage. Alors bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre, je suis donc le cofondateur et CEO d'une startup qui s'appelle Side. Je suis un diplômé d'HEC 2015. Mais c'est vrai que Side est né entre HEC et 42. Donc sur la N118 quelque part. Entre les deux. Et j'ai créé Side avec 2 amis d'HEC et un ami de 42. Et en fait, on est né de la première année de collaboration entre HEC et 42, donc ce qui s'appelle aujourd'hui Digital Launchpad. Et donc la première année, j'ai fait cette majeure que j'ai trouvée fantastique, parce que je trouvais qu'à HEC, on n'avait pas assez de diversité dans nos promos. Par exemple, j'avais jamais rencontré de designers ou de développeurs. Et en fait, cette majeure me permettait de le faire, et ce rapprochement me permettait de rencontrer des développeurs et donc de concrétiser certaines choses que je voulais faire, mais aussi bénéficier de toute la richesse que pouvait avoir de travailler ensemble. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant 1 an, et en fait c'est aller au-delà du programme. Donc tout de suite, quand je suis arrivé ici, il y avait la piscine, une petite piscine qu'on a fait ensemble entre 42 et HEC, et c'est là où on a rencontré le staff de 42, et en fait toute la dernière année d'HEC, je l'ai passé à faire du freelance, parce que moi-même j'étais très intéressé par le code, donc j'avais commencé à coder de mon côté, et puis j'avais rencontré des gens qui étaient bien meilleurs que moi ici. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a créé notre groupe de cofondateurs qui, 1 an plus tard, allait lancer Side avec l'argent qu'on avait gagné ensemble en tant que freelance grâce à cette rencontre pour lancer Side. Donc on est né vraiment de cette collaboration, notre équipe est née de cette collaboration. Pour l'histoire, aujourd'hui, on est une entreprise, une tech, de 40 personnes, dont une bonne partie de développeurs sont de 42. Donc c'est la preuve qu'on peut faire des choses fantastiques de cette collaboration entre les 2 écoles. Et qu'est-ce que fait Side en quelques mots? Side permet aux étudiants de travailler en parallèle de leurs études dans des entreprises de leur ville. Donc on révolutionne la façon dont les étudiants travaillent, mais de manière générale, l'expérience de travail pour tout le monde, en la rendant plus flexible et en ligne. Donc, concrètement, il s'agit d'une application mobile où on peut très facilement trouver des missions flexibles qui vont de quelques heures à plusieurs semaines dans des entreprises autour de soi, aujourd'hui à Paris, à Lyon, à Lille et à Londres, pour faire de la vente en boutique, du bizdev, du support client, de l'aide administrative. Donc tous les étudiants sont invités à rejoindre Side pour trouver sur cette plateforme des missions qui vont
leur permettre de gagner en employabilité, mais aussi de gagner un complément de revenu. Voilà, donc ça fait 2 ans qu'on existe, et j'ai lancé Side juste après avoir eu mon diplôme. Voilà, Merci beaucoup. Nicolas, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Maintenant, le moment est venu des questions avec la salle. Donc pour Nicolas, pour Louise, pour Hugo, pour Pierre. Donc voilà, donc si vous avez des questions... Ah. Oui, bonjour. Moi, je vais me présenter rapidement, que vous ne soyez pas les seuls à passer par là. Donc, Pierre-Antoine, j'ai fait HEC il y a une dizaine d'années et j'étais intéressé par le modèle, j'étais très intéressé par l'heure d'entretien qui montre qu'on peut faire les choses très différemment. Et ma question s'adressera aux 2 élèves, mais même aux 3 éventuellement, savoir ce qui a été le plus déstabilisant, le plus dur pour vous, parce qu'on se rend compte que tout est différent. Donc qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Et qu'est-ce qui a été le plus enthousiasmant depuis que vous êtes rentré? Je vais commencer par le point positif. Le plus enthousiasmant, je pense que c'est la piscine. La piscine, c'est assez spécial, il faut le vivre. C'est vraiment un mois, c'est la colonie de vacances de l'enfer. C'est-à-dire vraiment, c'est super dur, mais on aime ça. C'est assez compliqué tous les jours. En fait, on a une série d'exercices qui est réputée, on va dire, un peu infaisable. Et tous les jours, en fait, ce qu'on a appris la veille ne nous sert pas. Donc c'est vraiment, on se fait pas chier tous les jours, et pourtant on revient, on reste des heures, mais alors c'est indécent. Et ouais, c'est ça, en fait, c'est assez étrange de mettre les mots là-dessus, mais ça fonctionne. Et c'est un peu la même dynamique qu'on va retrouver à l'école. En fait, on passe un temps fou ici, et au final, ça fonctionne bien. Après, le plus dur, en ce qui me concerne, je dirais c'est plus technique. Et en fait, il y a une petite courbe d'apprentissage. En fait, on apprend beaucoup de choses. Et à un moment, on arrive à ce qu'on croit être un pic, et en fait, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup trop de choses à apprendre. Et là, c'est un petit peu démotivant. On arrive à une phase, en fait, où moi, en l'occurrence, il y a pas mal de gens avec qui je travaille, on a un peu peur. On ne va jamais arriver à atteindre le niveau de certaines personnes qui sont à l'école ou même à l'extérieur. Et après, ça remonte. Mais il y a un petit passage à vide qui est difficile, et puis après, ça va. Mais rien à voir avec c'est purement technique. En ce qui concerne l'école, vraiment, ça fonctionne bien. C'est même difficile à expliquer. Vincent, Nicolas, tu nous as dit dans ta vidéo que tu avais été à Stanford et que tu étais revenu avec plein d'idées. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de choses à envier de ce qui se passe à Stanford ou pas forcément? Ah non, moi je ne suis pas du tout revenu avec les idées de Stanford. Hein. J'ai pas dit ça comme ça, ou alors je me suis mal exprimé. Moi je suis revenu de Stanford en ayant une certitude, c'est que je voulais surtout pas faire ce que j'y avais appris. C'est-à-dire que non, mais objectivement, j'ai appris de la physique là-bas et j'ai réalisé en fin d'études de physique que c'était pas du tout pour moi. Mais j'ai fait quand même un doctorat et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Mais ça, bon, c'est l'histoire truc. Donc non, j'ai pas du tout d'idée de Stanford. Objectivement, Stanford, ça fonctionne, c'est très. Enfin, quand j'y étais, j'y étais encore très récemment. C'est assez, c'est très standardisé, quoi. À part la D-School, le reste c'est ultra standardisé. Enfin, moi, quand j'étais, c'était vraiment très standard. Donc, je pense pas qu'on ait grand-chose à envier à Stanford. Après, ils ont des superbes labs de recherche. J'ai travaillé chez JetLab là-bas. Il y avait du matériel. Enfin, des trucs incroyables, il y a un accélérateur de particules, ce qui est quand même plutôt sympa. Donc il y a plein de trucs sympas. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécifique à Stanford, hormis des moyens incroyables et colossaux en termes de matériel. Quoi. Et quand même, si, il y a quand même des choses. Il y a quand même un truc qui est quand même, c'est qu'effectivement, il y a dans le domaine de la physique où j'étais, il y a une émulation qui est quand même extrêmement forte, avec une très forte. Une très forte implication des entreprises autour. Il y a une zone du campus qui est vraiment dédiée à des entreprises et où il y a une interface. Donc il y a des vrais problèmes qui rentrent dans le cursus qui fait qu'on va assez loin dans la technicité. Quoi. Après, c'est mon problème personnel. La physique, je ne sais pas si vous avez une idée, mais quand on est étudiant de physique, c'est passionnant, c'est génial. Quand vous arrivez à la fin, il faut attendre la suite. Quoi. Parce que c'est comme un bouquin où tu as fait 5 saisons d'affilée, puis il faut attendre qu'il fasse l'épisode suivant. Quoi. Donc après, si tu es patient, t'attends. Si tu n'es pas patient, et là, l'épisode, c'est quand même 20 ou 30 ans. Quoi. C'est pas... Le choc, il a été, j'ai vu un chercheur, j'ai fait une application dans un observatoire en Pérou. Okay, je me suis battu parce que c'est une des applications que tout le monde voulait. Et je suis arrivé là-bas, il y avait un mec qui avait 60 ans qui travaillait sur un truc qui arriverait dans 30 ans. Quoi. Je me suis dit, bon,
c'est ce que tu as vraiment envie de faire ça. En plus, il faisait froid. Enfin bon, c'était la totale. Donc j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas mon métier, quoi. Voilà. Il se trouve qu'en même temps, à Stanford à l'époque, il y a les ordinateurs qui commençaient à arriver de façon importante, etc. Je voyais les mecs qui faisaient ça, les mecs, ils étaient à fond, ils avaient l'air super heureux. Je me suis dit, bon, écoute, entre l'observatoire où il fait froid et où il faut attendre 30 ans et, et les ordinateurs qui avaient l'air d'être amusants, je me suis dit, il faut changer de domaine. Voilà. Mais autrement, non, j'ai pas. Par contre, j'ai appris beaucoup de physique. Hein. Stanford, ils sont excellents en physique, il n'y a pas de doute. Alors une question personnelle, je ne sais pas si tu as des enfants, mais à part les mettre au rugby, comment est-ce que tu vas les élever dans la tranche jusqu'à 18 ans? C'est une bonne question, quoi. Moi j'ai 2 enfants, donc j'en ai un qui est ici, qui a 19 ans, qui d'ailleurs a fait un tour par Stanford avant. En gros, moi j'ai pris le parti de leur laisser faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc ils font ce qu'ils veulent. Donc, voilà, ma fille quand elle veut pas aller à l'école, il va pas. On m'appelle, les mecs. Non mais je me fais appeler, on me dit elle est pas venue, je lui dis je sais. Et puis on me dit mais c'est quand même embêtant. Je lui dis bah non, elle a l'air d'avoir fait un truc marrant. Donc voilà, donc elle fait plein de trucs sympas, notamment elle est très active sur Magic Maker, etc. Et elle s'y amuse beaucoup. Objectivement, j'ai pas l'impression. C'est pareil, ils sont toujours en train de me casser les pieds parce que quand on va voyager, on part, même si c'est en plein milieu de la semaine, enfin même si c'est en dehors des vacances scolaires. Les profs qui m'expliquent ouais, elle a raté 3 heures. Bah oui, mais même on était au Chili, je pense qu'elle a vu des trucs plus sympas. Enfin voilà, donc je pars du principe que aujourd'hui que ça sert à ce qu'elle apprend en dehors ou pas, ça va. Les deux sont très très bons. Donc quand il y a besoin, ils font ce qu'il faut, ils aiment ça, ça se passe assez bien, quoi. Voilà. Après, je dirais pas que c'est une bonne méthode ou c'est une mauvaise. Hein. Chacun. Ouais, et puis c'est des choses. En fin de compte, on a pas mal bougé aussi, donc du coup, elle a changé d'école plusieurs fois, donc du coup, il y avait des décalages. Ça n'a pas posé de problème, donc on s'est dit qu'on pouvait continuer, quoi. Alors, mon fils, par contre, lui, on a été plus sédentaire, donc il a une éducation un peu plus classique. On a quand même pas mal voyagé, donc chaque fois. Ça, j'ai jamais accepté l'idée qu'on parte pas parce que le gamin avait cours. Ça m'est jamais venu à l'idée. Donc on est toujours parti. Il y a eu des emmerdes, hein. Il y a des écoles où ils nous ont vraiment fait chier. Quand je dis vraiment fait chier, vraiment. C'est-à-dire que des courriers recommandés, patati patata, machin. Mais dans l'ensemble, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et puis les résultats faisaient qu'au final, ça marchait, quoi. Parce que j'ai même eu un truc courrier qui disait que je maltraitais mon fils parce que je l'empêchais d'aller à l'école, des trucs comme ça, parce qu'on partait en vacances. Des trucs comme ça. Je parlerai à ma femme et à Madame Gojard. Voilà, il faut en parler. Non, mais objectivement, il y a des endroits où ça pose moins de problèmes. Il y a des écoles où le directeur et la directrice machin sont plus cool. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont. Objectivement, quand vous allez faire, on a fait par exemple, on était parti, on avait fait toutes les États-Unis, les parcs. On est parti 3 semaines. Objectivement, le gamin, c'est mieux que s'il va rater 3 semaines d'école, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue. En tout cas. Je l'ai toujours défendu comme ça, quoi. En devenant entrepreneur après HEC, on se pose souvent cette question, mais j'ai toujours dit que je voulais absolument pas avoir de jugement de valeur, ça c'est la première chose. Mais je pense effectivement que HEC gagnerait à... Pourquoi est-ce que la première année que j'arrive à HEC, je fais de la Financial Economics et je dois apprendre comment les mécanismes de marché et je n'apprends absolument rien sur des compétences qui n'ont rien à voir avec la finance ou le conseil. Enfin, c'est des trucs que j'ai jamais trop compris, donc j'ai un peu eu l'impression que dès le départ, on était sur des rails qui nous amenaient assez naturellement vers, comme par hasard, le salon finance, le Carrefour finance, Carrefour conseil, Carrefour droit. C'est les 3 seuls carrefours qu'il y a à HEC. Après, il y a les carrefours où il y a toutes les entreprises, tout ça, mais il faut ajouter la diversité, il faut montrer en fait aux étudiants pendant leur scolarité que si on ne fait pas du conseil et si on ne fait pas de la finance, eh bien, c'est pas grave. Au contraire, il y a d'autres choses. On peut être très heureux en faisant autre chose et on peut être même plus heureux en faisant autre chose. Ça, c'est quelque chose que j'essaierai de faire. Et je pense, sauf si le fonctionnement a changé, je pense qu'il change, hein, mais en y réfléchissant, ça ne m'étonne pas tant que ça en fait. Le dernier conseil pédagogique d'HEC a eu lieu ici. Donc on avait Loïc et compagnie qui étaient ici, et ils réfléchissent à pas mal de choses comme ça. Bonsoir. L'éducation nationale est celle qu'elle est, et on sait qu'elle peut casser des élèves qui ne rentrent pas du tout dans le moule. Pourquoi est-ce que l'école 42 n'est pas accessible dès l'âge de 16 ans? Ça, c'est un vrai... On a beaucoup de... En fin de compte, c'est essentiellement un problème réglementaire en France. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que la réglementation au niveau sécurité serait assez complexe ici.
Donc on perdrait largement de la place dans le bâtiment. À côté de ça, l'école 42 sur ses partenaires à l'étranger, par exemple en Roumanie, on prend les étudiants à partir de 13 ans. Et il y en a qui réussissent très très bien, donc je suis convaincu que ça marchait très bien. Et le problème là, il est purement réglementaire, quoi. En plus, en France, on s'est dit, parce que la règle pour entrer à 42, c'est 18 ou le bac. Donc on a des étudiants qui ont moins de 18 ans et qui ont le bac, sachant que c'est dérogatif, donc du coup ils ne rentrent pas, c'est-à-dire que ça ne nous fait pas changer de réglementation sécuritaire, parce qu'on en a très peu. Et on voulait essayer aussi de se dire, on ne voulait pas qu'on se retrouve avec des tonnes d'étudiants qui arrêtent en seconde et qui envoient chez tout le monde et qui se retrouvent à 42 et qui après ne réussissent pas ici et se retrouvent dans la merde. Donc on a eu ces mélanges. Mais le vrai problème de fond, c'était vraiment un problème réglementaire. Je pense que globalement, le bâtiment ici est habilité pour 2000 personnes. Je pense qu'on était autour de 2002 ou un truc comme ça, si on avait des mineurs dans le bâtiment. Donc c'est un peu plus compliqué. Rien qu'en piscine, on a déjà des problèmes, parce qu'on a, je sais pas comment ils ont expliqué, c'est un petit peu... c'est-à-dire qu'on régule. Il n'y a pas un animateur le soir pour dire « va te coucher », quoi. Donc si tu as un gamin de 16 ans qui se couche pas, qui fait un burn-out ou Dieu seul sait quoi, tu n'as pas les mêmes responsabilités que sur un 18 ans, même quand les parents ont signé un bout de papier qui dit qu'ils sont cons et patati et patata. Voilà. Donc on a eu pas mal de mineurs en piscine, on a quand même un taux de problème sur eux plus important, même si on les suit un peu plus, on a le logiciel les suit plus, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus... Il y a un côté maturité quand même assez important dans 42. Je pense qu'on pourrait faire des trucs spécifiques, et d'ailleurs c'est amusant parce que je rentre d'Israël, où j'ai vu des écoles qui nous ressemblent un peu, qui ne sont pas tellement basées sur l'informatique, mais qui sont plus basées sur le côté pour trouver du sens à sa vie et du collectif. Et ils font des écoles à partir de 16 ans, qui marchent assez bien, mais qui sont quand même très encadrées. C'est-à-dire qu'ils ont 3-4 personnes tous les 40 gamins, ce qu'on n'est pas capable de mettre en face, quoi. Donc ouais, je pense que ça serait quelque chose qui serait très intéressant. Ceci dit, je pense que si on parle du problème de l'éducation nationale, c'est pas là que le problème se pose, hein. C'est bien plus tôt. C'est-à-dire que si on veut avoir une action, vaudrait mieux intercaler une école à la 42 dans la zone 5-8 ans qu'à 16 ans. C'est-à-dire que si on voit de l'impact, c'est là qu'on détruit la grande majorité des trucs. Si on regarde les courbes, c'est assez flagrant. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est si vous regardez dans les systèmes éducatifs, aujourd'hui, il y a pas mal de résultats où vous avez des jeunes qui ont fait l'école, par exemple les écoles démocratiques, jusqu'à à peu près 13 ans, et qui après reviennent dans le système classique avec des résultats extraordinaires. Mais quand je dis extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, quoi. La vitesse à laquelle ils vont après est incomparable. Parce que cette zone plus jeune, elle a plus d'impact que finalement la jeune 16 ans, quoi. La zone 16 ans, les 2/3 du entre guillemets, je ne vais pas dire truc, mais le conditionnement qu'amène l'éducation est déjà fait, quoi. Donc il faudrait aller taper beaucoup plus jeune. Ce qui aujourd'hui est réglementairement impossible en France, hein. Parce que là, en France, vous ne pouvez pas déscolariser à cet âge-là. Donc même les écoles démocratiques françaises ne sont pas conformes au process d'école démocratique mondiale, quoi. Donc on est obligé de faire un compromis en France à cause du système de réglementation. Bonsoir, Aurélie, tout derrière. Voilà. Bonsoir. J'ai une question parce que vous commencez à avoir un peu de recul. Les premiers étudiants sont sortis. Est-ce que du coup, ils ne sont pas frustrés d'arriver dans des grands groupes qui ont des contraintes, avec des gens qui ont appris à coder différemment? Et est-ce qu'ils sont du coup un peu tous voués à devenir start-upers ou à rentrer dans des start-up ou dans des labs d'innovation? Un peu des deux. Je vais dire effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas aller effectivement dans une position classique dans un grand groupe, parce qu'ils n'en ont pas envie. Mais par contre, en même temps, la plupart des grands groupes se sont adaptés à ça et ont créé des structures qui permettent d'avoir des zones d'innovation. Alors j'étais tout dernièrement avec PSA, qui a créé un labo sur Vélizy pour recevoir des étudiants innovants, etc. et essayer de transversaliser cette capacité dans l'ensemble de l'entreprise. Donc je dirais que c'est plutôt le contraire, c'est plutôt les étudiants qui ne vont pas aller dans une entreprise qui ne leur plaisent pas, quoi. Oui, on est dans une situation inverse. Et je pense que, alors, pour voir vraiment défiler aujourd'hui pratiquement tous les patrons des grandes boîtes et des boîtes moyennes, toutes les boîtes sont conscientes qu'ils ont besoin d'intégrer des gens plus innovants dans leur boîte et de fabriquer des structures. Et donc, il y en a qui ont fait différentes stratégies. Soit ils ont fait des îlots un peu séparés du reste, soit ils essaient de faire des trucs qui mélangent tout le monde pour essayer d'attirer et d'avoir de l'effet d'exemplarité. Mais tout le monde a ce souci. Et donc, nos étudiants, ils vont à la fois beaucoup dans les startups, beaucoup sont on a à peu près 30% quand même qui vont être dans une action de création d'entreprise ou dans le démarrage d'une entreprise. Donc, c'est quand même quelque chose qui attire pas mal, qui en plus attire de façon structurelle à l'école.
C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants viennent dans l'école en pensant qu'ils feront une boîte derrière. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, sur Epitech, c'est assez différent. Sur Epitech, vous aviez de l'ordre de 2-3% d'étudiants qui voulaient créer une boîte. Et au final, il y en avait à peu près dans les, entre 15 et 20%. C'est-à-dire qu'ils créent des boîtes malgré eux. Hein, mais là, sur 42, on a beaucoup d'étudiants qui viennent ici. Alors ça vient certainement de l'image, avec Xavier Niel, etc., qui amène, mais on a quand même un côté beaucoup plus entreprenant, ou au moins beaucoup plus indépendant. On a beaucoup d'étudiants qui sont dans la logique de se dire « je vais être indépendant et faire de la presta, etc. etc. » Voilà. Donc on a une vraie... truc. Néanmoins, on a aujourd'hui, toutes les grosses boîtes cherchent à recruter des étudiants ici. Bonsoir Thierry. Juste pour parler sous un peu, c'est quoi le modèle économique? Est-ce que c'est juste du mécénat ou juste du mécénat. Ok. On dépense 100 millions que Xavier nous a donné. Et il nous a même interdit de réfléchir. C'est-à-dire que le deal avec Xavier, il a dit je finance 10 ans et je vous interdis à réfléchir à un quelconque modèle avant 7 ans. Et on ne peut pas penser à un autre modèle qui permettrait d'aller plus vite pour avoir d'autres écoles 42 en France et hacker l'éducation nationale, par exemple? Non, il y en a déjà une deuxième qui s'est créée en France. Il y en a une à Lyon qui est financée par la région Rhône-Alpes. Okay, donc ça existe déjà. Aujourd'hui, on a plein de propositions pour faire des trucs comme ça. On refuse. Xavier a dit on attend 2 ans pour voir ce que ça donne. Donc on attend de voir ce que ça donne quand on a de l'argent public et voir. Après, on peut effectivement en ouvrir un peu partout. Et on est en train de le diffuser pas mal au niveau mondial. Donc, et c'est toujours le même modèle, c'est-à-dire que... Enfin non, c'est pas nécessairement le même modèle d'ailleurs. Mais c'est toujours gratuit pour l'étudiant, sans aucune forme d'engagement. Il fait ce qu'il veut après. Il n'y a pas de requis en entrée, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de savoir ce qu'il a fait avant. Voilà, ça c'est obligatoire dans toutes les partenaires 42. C'est toujours comme ça. Après, il y en a qui ont différents modèles pour se financer. Ça peut être des consortiums d'entreprises, ça peut être complètement du mécénat individuel, ça peut être différentes structures, quoi. Voir l'État, parce qu'aujourd'hui, on a des États. Par exemple, là, j'étais au Maroc dernièrement. Enfin, j'ai pas été, mais on était en train de monter une au Maroc. C'est l'État marocain qui va financer à travers l'Office national des phosphates. Oui, vous disiez tout à l'heure dans la présentation que dans l'informatique, ce qui est vrai va devenir faux, ouais. Et que c'était un problème donc, pour les personnes. Donc, et comment on aborde ça à l'école 42? On l'aborde en n'apprenant pas. C'est-à-dire qu'en utilisant que de la connaissance transitoire. Mais on apprend des langages comme informatique. Non, il n'y a pas un cours à 42. Il n'y a jamais un seul cours à 42. Donc on apprend à se débrouiller sans avoir appris le langage. Je suis d'accord, mais les gens apprennent. Même s'il n'y a pas de cours, eux, ils apprennent des langages. Je ne crois pas. Ils l'utilisent. Je crois qu'ils utilisent la chose et que si jamais le langage changeait, il changerait en même temps sans problème. Ce qui est le cas, il faut se rendre compte qu'un langage, en 5 ans, ça change complètement, quoi. On est d'accord. Alors pourquoi un étudiant qui serait dans une école différente de 42 n'aurait pas les mêmes capacités ou aptitudes? Parce qu'on le lui a appris. On le lui a appris, ce qui veut dire qu'il a reçu de la connaissance qu'il ne sait pas fabriquer lui-même, et du coup, il n'a pas de recul, 2, il ne sait pas comment la trouver. Et d'ailleurs, au passage, pour en rajouter une couche, donc moi j'ai fait pas mal de formation de vieux informaticiens. Un vieux informaticien, c'est 40 ans. Donc vous avez, moi je travaillais à Sligos, là, on formait, donc on recevait des gens qui étaient donc normalement obsolètes. C'est-à-dire que les entreprises considéraient qu'on ne pouvait plus les utiliser, ils ne savaient plus utiliser les vieux langages, etc. On faisait ça, j'étais à l'Epitech à l'époque, donc on mélangeait des gens qui avaient 40 ans et des jeunes qui avaient 20 ans. Les jeunes qui avaient 20 ans, ils sortaient du bac, ils ne savaient rien faire. Okay, ils n'avaient rien appris. Les vieux, ils avaient donc appris un truc vieux, et vous leur donniez un nouveau problème. Les vieux n'y arrivaient jamais, les jeunes y arrivaient, quoi. Le problème de ces gens-là, c'est pas ce qu'ils savaient. C'est pas ce qu'ils savaient pas, c'est ce qu'ils savaient. C'est leur connaissance qui les bloque. Et ça, cette connaissance, le problème, c'est que quand tu l'apprends avec un prof, tu l'apprends de façon sûre. C'est-à-dire, ce que te dit le prof, c'est sûr. Okay, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu as un mécanisme où tu ne peux pas sortir de ce qu'il t'a appris, puisque c'est lui qui juge et c'est lui qui t'apprend. Alors que là, tu vas apprendre un truc où tu es tout le temps en train de douter. Vous savez, quand vous parlez de complexité, l'étudiant, il est en face d'un problème, et il a son pote qui lui dit « mais il faut faire comme ça », l'autre qui lui dit « ah non, mais il faut faire comme ça, moi j'ai entendu dire qu'il fallait faire comme ça », donc il faut qu'il gère cette complexité. Il n'a pas un rapport à la connaissance qui est cette connaissance absolue qu'il n'a qu'à mémoriser et à appliquer. Du coup, il prend la distance et il prend l'habitude de remettre en cause tout ça. Et du coup, ça ne crée pas de paradigme. Ce qui fait qu'il évolue avec le temps, avec ce qui se fait. Quand il va y avoir un nouveau truc qui arrive, il va regarder ce qui se fait et il ne va pas le prendre comme quelque chose de sûr. C'est ça qui fait, à mon avis, une grande partie de la différence. Oui, Pauline. Alors, je viens de Genève, donc je comprenais bien ta problématique de physique à l'avance. Je
je pense que le fait de me déplacer ici, je suis beaucoup plus impliquée que si j'avais juste suivi par la vidéo. Et je voulais savoir, en fait, si les méthodes 42, s'il y a des projets, en fait, en entreprise pour appliquer ça à un autre domaine que l'informatique. Parce que ça se forme apparemment pour le moment que des informaticiens, mais c'est des méthodes qui pourraient être appliquées finalement à plein d'autres domaines et de métiers. Et donc, voilà, comment tu vois un petit peu... Alors, on est en train de travailler sur aujourd'hui des... Alors, on est en train de travailler avec HEC, en l'occurrence, sur la possibilité de monter un double cursus 42 et HEC qui va s'appeler normalement e-entrepreneur, donc qui va aller plus vers le côté management, mais cette fois-ci avec des méthodes beaucoup plus comme nous, c'est-à-dire qu'on va essayer de monter une sorte de jeu de management. Donc ça, c'est un truc qui se fait avec HEC. On est aussi en train de faire ça en ce moment avec London Business School. Okay, donc c'est un truc qui sera commun certainement à 3. On est en train de faire la même chose dans le design industriel et la fabrication additive, et une partie sur l'art, et une partie sur une partie spécifique de médecine qui est tout ce qui va toucher autour du biomédical et tout ce qui est biotech. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se développer. C'est vraiment tout nouveau, parce que c'est des choses qu'on ne voulait pas faire encore il y a encore peu de temps, parce qu'on était vraiment focalisé sur ce que... Il faut se rendre compte que 42, ça a 4 ans. Donc on n'a que 4 ans, on est 30, la moitié fait le ménage. Donc on a la moitié des gens vraiment ici qui sont en train de s'occuper, parce que le bâtiment est ouvert 24 sur 24. Donc ça veut dire qu'en gros, sur la pédagogie de 42, on est entre 5 et 8 selon les moments. Okay, donc on a un peu de backlog, on a beaucoup de choses qui sont en attente et qui se créent. Alors on a l'avantage d'avoir un truc qui est bien, on a des étudiants super. Donc la plupart du temps, quand on démarre un truc comme ça, c'est des étudiants qu'on va mettre sur le coup et qui vont aller prendre le projet et qui vont s'en occuper. Ça marche assez bien. Mais malgré tout, ça fait quand même des petits goulots d'étranglement et on avance un peu doucement. D'autant qu'il y a encore un an, Xavier avait comme position de dire « Attendez, vous faites rien, vous faites marcher Paris, vous faites en sorte que ça marche, on attend d'avoir des étudiants qui commencent à être bien dans les boîtes, etc. » Donc maintenant, on commence à avoir à peu près 1000 à 1200 étudiants qui sont dans les boîtes, donc avoir du retour clair pour pouvoir s'élargir et faire autre chose, quoi. Donc voilà, donc on est focalisé. Je pense que ça peut s'adapter à beaucoup de domaines, y compris à des domaines qui ont l'air assez compliqués. Après, on peut même aller se positionner encore plus loin, se dire, bon, si on se projette carrément très loin, et on s'imagine qu'on est dans le monde dont je vous parlais tout à l'heure, où finalement, chaque fois que vous posez une question, vous avez la réponse. Okay, ce qui arrive dans 15-20 ans. À ce moment-là, qu'est-ce qu'une école? Qu'est-ce que ça a un sens de transmettre comme connaissance à des jeunes avant? Parce que finalement, vous vous dites finalement que chaque fois qu'il va se poser une question... donc moi, très clairement, ce que je pense qui va rester, c'est la partie créative et la partie empathique. C'est la capacité à co-créer, justement, créer cette entité globale qui permet de faire une intelligence collective et notre capacité créative. Bon, ça, comment on va l'insuffler dans tous les domaines? Parce que finalement, aujourd'hui, on dit on forme des gens qui vont être biologistes, etc. Est-ce que c'est très légitime de se dire que quelqu'un va faire que de la biologie pendant 30 ans? À partir du moment où il a accès à la connaissance, du jour au lendemain, n'importe quel sujet va l'intéresser, il va pouvoir passer de l'un à l'autre, puisque aujourd'hui, vous dites qu'il y a une barrière d'entrée qui est ces 20 ans d'études dans la biologie, ou 15 ans ou 8 ans d'études supérieures. Bah, si elles n'existent plus, pourquoi en tant qu'humain on s'arrêterait? Si vous revenez un peu en arrière, ne serait-ce qu'au 19e siècle, il y a plein de gens qui ont fait de la physique, de la bio, de la mécanique. Enfin, les gens étaient beaucoup plus polyvalents parce que la somme des connaissances de chaque domaine était très légère. Donc vous aviez des gens qui étaient plus universels. Bah, je pense qu'on va revenir vers ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prépare les jeunes à avoir des gens qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus humanistes. Finalement, on va remettre de la valeur dans les humanités et de moins en moins dans la technicité, puisque l'ordinateur va pouvoir le supporter pour nous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu auras une idée, tu pourras dire, tiens, si on faisait ça, et l'ordinateur, ah oui, ça marche, ça marche pas. C'est-à-dire que tu vas avoir une sorte d'échange. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, le problème n'est pas un problème d'intelligence artificielle ou d'intelligence humaine. Elle est un problème de collaboration et de co-créativité entre cette intelligence artificielle qui sera capable, finalement, de prendre toute la connaissance de l'humanité et d'en faire toutes les déductions dont on a besoin. C'est-à-dire que c'est la somme de tous les ingénieurs du monde en même temps. Et en face, nous, humains, qui sont capables de lui poser des questions et de l'amener à trouver quelque chose qui nous sert à nous. C'est-à-dire qu'on a l'empathie pour voir que ça sert aux gens. Okay, donc l'interface qu'on va avoir. Donc du coup, cette notion de domaine va complètement disparaître de mon point de vue. On n'a plus de logique à aller dans un domaine en particulier, hormis nos passions propres à chacun. Mais elles peuvent changer dans le temps. Et si vous regardez, je vous dis, le 19e siècle, vous avez plein de génies qui ont créé des trucs dans plein de domaines différents. Tout simplement parce que ce qu'ils apportaient, c'est leur créativité. Et comme chaque domaine était facile, on avait ça. Oui, bonsoir. Ça serait juste pour savoir, par exemple, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Là, maintenant, tout de suite. Moi, je viens de terminer un partenariat avec HEC et Strat, qui est une école de design, qui a duré 3 semaines, tout le mois de janvier, où il fallait qu'on use chacun de nos connaissances pour créer soit un site web, soit une application en rapport avec la santé.
Donc c'était voilà, une très bonne expérience et je viens de la terminer. Donc j'ai fait ça pour tout le mois de janvier et je vais commencer d'autres projets. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Alors pour ma part, je viens de revenir de stage, donc j'ai fait 6 mois de stage jusqu'à fin décembre. J'ai fini aujourd'hui un projet bien technique que je pourrais pas trop vous expliquer. Et là, je vais commencer un genre de... Je vais refaire un projet web style mythique. Bon, un mythique un peu what the fuck. Un petit truc un peu drôle, quoi. Grossièrement, c'est ça. Ouais. C'est le genre de projet qu'on peut faire. Et t'étais où en stage? J'étais à la Société Générale. Ouais. J'étais pas trop dans la... Pour faire quoi? Alors, je faisais un outil en interne. En fait, on m'a recruté carrément pour faire un POC, Proof of Concept, pardon, sur un outil de visualisation de coûts des managers. En temps réel, en gros, chaque manager pouvait savoir. C'est ça, ouais. Pierre, peut-être tu fais en ce moment pour Sideco ou à côté? À côté, je fais beaucoup de temps à développer Side. En ce moment, je suis en train de préparer la façon dont on va se développer dans plusieurs villes en France. Aujourd'hui, on est à Lille et à Lyon. Et je suis en train de préparer un déploiement pour que ça aille le plus vite possible. Quand tu dis développer, ça veut dire avoir une représentation, quelqu'un sur place ou Justement, en fait, l'avantage de ce modèle et l'avantage d'Internet, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de gens sur place. Mais en revanche, il faut que ça marche. Donc, c'est toute la complexité de trouver des entreprises qui ont besoin de ressources, c'est ça? Besoin de ressources, mais à distance, ou en ayant une présence mais plus légère possible. Est-ce que déjà vous avez une sorte de projet ou de projection, même vague, sur ce que vous avez envie de faire pour l'école? Plutôt quelque chose de vague, on va dire, parce que c'est vraiment que 3 mois que je suis là, donc c'est tout récent. Mais j'aimerais bien peut-être travailler dans les jeux vidéo, mais c'est quelque chose de complexe et de compliqué, donc voilà. Mais c'est ce qui m'intéresserait et c'est ce vers quoi j'aimerais bien m'orienter. Oui, bonjour. Je voulais pas. Je peux aller rapidement. J'en ai aucune idée. Franchement, je suis curieux et j'apprends plein de trucs ici. Tant que j'apprends, bah voilà, et après je me poserai la question. J'ai cru comprendre qu'il y avait une spécialisation possible, enfin une espèce d'arborescence qui vous permettait, à partir de projets généraux, de faire des choix itératifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Je vais essayer de pas dire de bêtises. Non, alors il y a une espèce de tronc commun qui va durer, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois, qui est vraiment les bases des bases. Et ensuite, on va avoir 4 axes majeurs, plutôt 3 plus un demi. On a une branche système, donc là qui va être plus axée sécurité, réseau, et vraiment aller le plus profond dans ce qui se fait, dans l'interface homme-machine. Il faut vraiment creuser pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur, comment ça marche, la mémoire, etc. Ensuite, il y a toute une branche algorithmie. Donc là, ça va être résoudre un problème de la manière la plus optimale possible, que ce soit en termes de ressources ou en termes de temps. Et une branche plutôt graphique, où on va refaire un moteur graphique. Grossièrement, je schématise, mais c'est refaire un moteur graphique, ou alors après refaire des petits jeux en 3D, etc. Et puis après, il y a une demi-branche, entre guillemets, qui commence à bien se développer, c'est la branche web, où là, ça va être créer des sites plus ou moins variés, ou alors des solutions web. Et puis, autour de ça, il y a des mini-spécialisations, que ce soit dans les apps mobiles, il y a du réseau, il y a du... Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, c'est à peu près tout. En fait, tout transite autour de vraiment de ces 3 branches, plus une, 3,5. Je reviens juste un petit peu en arrière, Louise, tu m'en parlais. La piscine, c'est quelque chose de super intense. Nicolas en parle régulièrement dans mes interviews. On a la chance d'avoir des gens qui l'ont vécu avec cette intelligence collective, mais cette musique à fond. Tu nous en parles un petit peu? Vous voulez bien nous en parler de l'intérieur? J'ai plein d'HEC qui m'ont posé des questions sur ce qui se passe pendant ce temps-là. Donc on est pendant 1 mois, 7 jours sur 7 à l'école. Tous les vendredis, il y a des examens de 4 heures. Tous les week-ends, il y a ce qu'on appelle des rushs, donc ça va être des projets de groupe où on est entre 2 et 3 personnes. Les groupes sont choisis aléatoirement.
Et la piscine se termine par un examen de 8 heures. Donc on est, comme je disais tout à l'heure, souvent là de 8 heures à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Ça peut durer très longtemps. Et il y a malgré tout une ambiance, comme il disait, assez unique et un peu colonie de vacances de l'enfer, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui dorment sur place aussi, donc douche à disposition, et ça arrive pour nous pousser un peu à bout et nous mettre la pression et voir jusqu'où on peut aller, je pense, qui nous mettent de la musique à fond pendant des heures, ou la nuit, ou qui s'éteignent les lumières, voilà, ce genre de petites choses, mais c'est toujours bon enfant, on va dire. Donc c'est assez drôle et c'est une expérience unique en son genre à vivre. Je pense que même si j'avais pas été prise à l'école, j'aurais été heureuse d'avoir fait ça. Je peux dire 2 trucs. Vous avez parlé des différentes branches, etc. De notre point de vue, ça n'a strictement aucune importance. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, un étudiant qui va par exemple faire du réseau, il va avoir les mêmes compétences qu'un étudiant qui va faire de l'algorithmie. Ça veut dire que si demain, un étudiant qui a fait du réseau a besoin de faire de l'algorithmie, il saura faire. Parce que ce qu'il va le faire, c'est qu'on ne va pas lui apprendre. On ne lui a pas donné des connaissances et il a fabriqué des connaissances d'une certaine complexité. Donc il est passionné par ce truc-là parce que ça l'intéresse plus que l'autre. Mais si demain il est en situation d'être intéressé, d'avoir la motivation de faire quelque chose, il va être capable de transposer les mêmes compétences qu'il a développées dans les différents domaines. Donc ces domaines, c'est complètement fictif. C'est un jeu. Donc c'est un terrain d'application, mais ce qu'il apprend vraiment, c'est à collaborer avec ses camarades, c'est à se confronter aux autres, c'est à fabriquer des connaissances, etc. Mais c'est en aucun cas la connaissance elle-même, c'est le sujet sur lequel il travaille, qui a un sens. Ça, c'est vraiment un point important. Deuxièmement, le truc en piscine, c'est que les étudiants ne comprennent rien de ce qui se passe. Mais vraiment rien de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui change en eux n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire du point de vue technique. Ce qui change, c'est qu'ils sont confrontés dans un environnement ultra complexe où ils ne vont pas dire mais on efface des fichiers, on fait les serveurs plantent en pleine nuit, il y a des alertes incendies, on crée un environnement qui est instable et d'une complexité affolante. Les étudiants, ils sont livrés à eux-mêmes. Les 3/4 ne savent pas programmer. On leur demande de faire des trucs qui se font en général en cursus universitaire en 2 ans. Donc il circule tout un tas de rumeurs sur tout. Le mec, il faut faire un malloc +2, machin, des trucs complètement délirants. Et avec une espèce de paranoïa globale qui se met en compte. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire demain, etc. Et ça les oblige à gérer cette complexité et à s'appuyer sur les autres. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables de créer des liens avec les autres, ça ne marche pas. C'est l'essentiel de ce qu'ils développent ici. C'est la confiance au collectif. Dans ces 4 semaines, ils vont créer un truc en disant ça, avec mes camarades, je suis fort et je peux faire n'importe quoi. Parce que chaque fois qu'ils voient un exercice, à chaque fois ils disent ce truc-là, j'y arriverai jamais. Et c'est ça qu'on fabrique. Chaque fois, ils sont en face du truc, c'est pas possible. Ce jour-là, le lendemain, ça va être plus dur. Je comprends rien, ils me demandent des trucs, ils m'en ont pas parlé. Vous voyez, il n'y a pas de construction et chaque fois, on les met en face d'un mur. Et ils vont à 3, à 4, à 5, avec leurs camarades autour, et ben ils vont passer le mur. Et chaque fois, il y aura le lendemain, mais un mur plus haut. Et donc ça crée un truc qui est au-delà de tout ce qu'ils apprennent, qui est une confiance absolue dans se dire, finalement, j'ai un mur, il suffit que je trouve les bons potes, qu'on s'y mette et on va le passer. Voilà. Et ça, quand vous répétez ça tous les jours en les crevant, parce que le fait d'être fatigué participe à ça, c'est un changement de paradigme, donc le fait qu'ils ne puissent pas se rattraper sur des bonnes vieilles habitudes, fait que petit à petit s'installe un autre paradigme de pensée qui fait qu'ils vont passer de cet état individuel de je sais faire des trucs à cet état de collectif, on trouvera des solutions. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans cette piscine. Et sincèrement, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire que si on essaie de reprendre le reste et qu'on enlève cette piscine, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on apporte un changement de paradigme dans le cursus, on le fait sous la forme d'une piscine. Parce qu'on sait qu'on a besoin de cette espèce d'ultra-concentration et il y a un espèce de moment où on est tellement fatigué que le cerveau, il abandonne ses vieilles habitudes. Donc c'est vraiment ce qui se passe en piscine. Et c'est vrai que quand on est dedans, on ne comprend rien, parce que tu as l'impression d'être dans un ballon qui se tape dans tous les sens, ça va dans tous les sens, mais n'empêche que tous les jours, on va un peu plus loin et que tu es à bout de souffle, mais ça reprend. C'est comme un stage. Moi, j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait du rugby, c'est comme un stage intensif. Quand on fait un stage intensif, tous les jours, tu as l'impression que tu vas mourir. Et puis le lendemain, tu te dis, non, jamais j'arriverai à me lever, tu te lèves et ça recommence. Et puis à la fin, tu es vachement plus fort parce que tu sais que tu vas y arriver, que si tu tombes, tes potes te porteront, etc. Et ça, à la fin, ça crée une espèce de confiance collective qui est extrêmement forte. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et un autre point qui est très important, c'est que les étudiants de 42, ils n'existent pas individuellement. C'est-à-dire qu'ils sont tous interconnectés. Ça veut dire qu'un étudiant de 42, c'est avant tout une interface à un réseau collectif. C'est-à-dire que moi j'étais avec un de mes amis qui a une boîte, qui est un étudiant, il me dit quand j'ai un étudiant à toi, j'ai l'impression d'en avoir 200. Parce que quand je lui pose une question, il va se connecter aux autres, il va aller discuter, il va trouver le mec qui est passionné de ce truc-là, il va interagir avec et te ramener. C'est un gateway, un truc. On ne peut pas voir un étudiant de 42 comme un individu.
c'est un point d'entrée à un collectif intelligent et apprenant, parce qu'il se développe en permanence. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est qu'on a avant tout un collectif. Voilà, j'ai fini. Alors, on a dépassé le délai. Là, j'avais juste une dernière question, c'était pour vous. Au terme de cette heure et demie, un peu plus d'une heure et demie d'échange, imaginons un instant que vous ayez tous moins de 30 ans. Je fais d'offense à personne, hein, je crois que c'est 30 ans l'âge. C'est 30 ans en France. 30 ans en France. Si vous aviez tous moins de 30 ans, à main levée, qui serait tenté, en plus d'un cursus de HEC bien sûr, de passer un peu de temps ici pour... Bon voilà, je crois que ça mais vous pouvez... HEC est en train de réfléchir à peut-être donner un accès à une piscine à tous les étudiants d'HEC. Donc il y a des petits problèmes logistiques, mais c'est en train de se discuter, quoi. Parce qu'on en a déjà à peu près une centaine qui viennent faire une piscine ici, maintenant. Parce que ça c'est de plus en plus populaire. Donc on a une centaine d'étudiants à HEC qui viennent faire une piscine avec nos étudiants chaque année, et on est en train de réfléchir à peut-être trouver un moyen de le faire. Le problème, c'est qu'ils c'est beaucoup, ils sont quand même, je crois qu'ils sont 700, un truc comme ça. Donc c'est un peu compliqué à organiser, mais on va y arriver, on trouvera une solution. Je voudrais vraiment remercier sincèrement Nicolas, Louise, Pierre et Hugo. Voilà. Pour leur temps, et puis leur dire à bientôt. De toute façon, on entendra parler d'eux, j'en suis certain. Voilà. Merci beaucoup.